bonjour à tous. Le présentiel pour la dernière séance de l'année n'aura pas vraiment marché et tout a été un peu contre nous, malgré la guerre que nous menons au virtuel seul. Et ben voilà. Heureusement, finalement, que cette fois, c'était du virtuel encore possible pour pouvoir accueillir Alexandre Berkès, qui nous a préparé une intervention qui est bien en lien avec évidemment toutes les préoccupations actuelles et à qui je vais tout de suite donner la parole pour se présenter, parce qu'ici, nous sommes tous des personnes qui apprécions ce qu'il fait, mais comme ça sera sûrement plus vaste pour l'écoute une fois que ça sera sur le site de la chaire, eh bien, je vais lui demander de nous dire d'où il parle, et puis après, eh bien, nous sommes très heureux de l'écouter. Voilà, Alexandre. Merci. Merci Marie-Elisabeth. Merci Colline pour l'invitation. Donc en effet, on va passer un petit peu de temps ensemble ce soir en cette fin de journée pour essayer de se poser des questions sur la démocratie en santé, qui n'est pas une question simple. On va surtout esquisser des pistes de réflexion parce qu'il faudrait vraiment être plurieux. Il faudrait qu'on ait une pluralité de voix et que ça soit un exercice en tant que tel délibératif qu'on puisse avoir pour répondre à cette question adéquatement. Mais ce qu'on va faire, c'est partir surtout d'une question ou d'une remise en question déjà et une mise en perspective de la démocratie en tant que telle. Je vous laisserai donc dans un premier temps faire vous-même les parallèles avec la santé. Et je sais que plusieurs d'entre vous, dont je reconnais les visages et qui me sont familiers, vous pourrez aisément commencer à amorcer la réflexion sur le système de santé. La deuxième partie, on viendra justement plus précisément sur la démocratie en santé, comment elle évolue actuellement, quels sont les enjeux qui émergent et qu'est-ce que la dernière crise sanitaire a révélé comme postulat sous-jacent qui n'était pas forcément visible dans les discours, mais qui ont pu, en période de crise, être plus visibles. Et donc, ça va nous aider pour mieux comprendre qu'est-ce qu'il faut faire dans l'avenir de la démocratie en santé. Et le dernier point, la dernière partie sera sur qu'est-ce qu'on peut esquisser justement comme pratique dès maintenant, déjà à l'échelle individuelle, sur notre propre pouvoir d'agir dans ces situations-là. On pourra évoquer bien sûr les enjeux plus structurels et collectifs, mais j'aimerais qu'on parte tous avec une ou deux idées, pistes d'action qu'on peut mettre en place dès demain et qui nous aideront en tout cas à cheminer vers une démocratie en santé plus saine et surtout plus vive et vivante que celle qu'on a aujourd'hui. Alors donc, je vais vous présenter juste, j'ai pas de PowerPoint, donc ce sera plutôt directement un texte. Est-ce que, alors par contre, Colline, dis-moi, mais je vois que la vignette principale, c'est celle de Marie-Elisabeth. Donc je pense que pour l'enregistrement, tu dois avoir... de mon côté, non, j'ai ta vignette principale, okay. Donc c'est bon. Tout va bien. Alors, parfait. Et que donc de ce fait-là, je vous précise d'où je parle, comme ça vous serez capable d'identifier mes propres œillères et donc compléter avec vous ce que vous voyez du coin du système de santé où vous êtes, du coin de la société où vous êtes. Et ça sera le but, ça nous permettra de nourrir la dernière partie. On aura au moins 45 minutes ensemble pour discuter, se poser des questions et réfléchir ensemble en fait. Donc, d'où je parle, je suis franco-canadien d'abord, donc j'ai cette double culture, je dirais même plutôt franco-montréalais, parce que j'ai passé les 12 ans de ma vie à Montréal plus spécifiquement. La question de l'engagement politique et éthique a toujours été assez centrale dans mon quotidien et dans ma vie. J'ai fait de l'éducation populaire assez jeune et j'ai toujours été quelqu'un qui générait assez facilement des discussions politiques au sens général, au sein des collectifs auxquels je participais, que ce soit familiaux, sportifs, amicaux ou professionnels. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés à aller plus loin que ce qu'on abordera ensemble ce soir, mon site personnel s'appelle Citoyen à temps plein, justement, qui illustre le fait que même au travail, même dans les autres sphères, pour moi, c'est mon éthique citoyenne que j'essaye de matérialiser à travers ces opportunités institutionnelles qui peuvent être un travail, un diplôme, des charges d'enseignement, etc. Mais que c'est toujours cet ancrage citoyen qui est présent au quotidien et qu'il n'y a pas donc une séparation entre la vie économique d'un côté, la vie familiale de l'autre et une vie politique à part, qui serait ce à quoi on pourrait consacrer notre temps quand on a fini de travailler, fini de s'occuper de ses enfants, de sa relation de couple, etc. Donc ça, c'est une chose importante à préciser en amont, c'est que l'engagement politique, il est présent à chaque instant. On performe une certaine conception de la vie bonne collective à chaque instant, à chaque fois qu'on va chez l'épicier, donc chez
chez le commerçant du coin, qu'on interagit avec nos collègues, nos valeurs, ce qu'on exprime, notre façon de faire, exprime une certaine manière d'agir en collectivité, et c'est donc profondément politique. Les prismes disciplinaires avec lesquels je vais aborder le sujet aujourd'hui, c'est essentiellement les sciences politiques, la philosophie et potentiellement, si on a le temps, la théologie, qui sont des prismes que j'ai étudiés dans ma formation. Et pour préciser à peu près, moi, j'ai fait l'essentiel de ma vie professionnelle comme personne qui accompagne les dynamiques de transformation culturelle dans les organisations, c'est-à-dire de travailler justement à expliciter les postulats et les présupposés des actions des individus, c'est-à-dire de comparer ce qui se passe entre le discours et les pratiques. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui justement sur la démocratie. C'est un mot qu'on entend beaucoup, mais quid des pratiques en tant que telles, et quel est l'écart entre notre discours et les pratiques. Donc, on va rentrer dans la première partie, qui est celle de nous interroger sur la nature démocratique de notre gouvernement collectif, la manière dont on se gouverne collectivement aujourd'hui. Et la première, c'est de partir, je travaille toujours assez fondamental, de la définition, qu'on s'entende sur les mots. Donc, il y a des milliers de définitions sur la démocratie, mais le noyau dur de la majorité d'entre elles, c'est de qualifier la démocratie comme un régime politique où le peuple, les citoyens, se gouvernent seuls. Et pourtant, dans notre situation actuelle, si je prends la France par exemple, on ne se gouverne pas seul. On est gouverné par un gouvernement et par des représentants que nous élisons. Donc fondamentalement, on n'est pas dans une démocratie, on est dans une république. C'est-à-dire qu'on a un mode d'organisation collectif où le pouvoir est exercé au quotidien par des représentants. Et d'ailleurs, on va pouvoir se poser la question, est-ce que c'est même méthodologiquement possible de représenter les intérêts et la souveraineté d'une personne quand on n'est pas cette personne? C'est au-delà de faire cette distinction, donc nous ne sommes pas en démocratie, mais nous sommes en République. D'ailleurs, on dit la République française. Mais alors pourquoi après, dans le discours, il y a un glissement et on dit qu'on est en démocratie, puisqu'on reconnaît bien que c'est une République française? Donc, qu'est-ce que ça va vouloir? À quoi ça doit nous interroger? Et après, on se posera même la question, est-ce que c'est possible de se gouverner collectivement par l'intermédiaire de représentants qui représenteraient l'ensemble des intérêts des citoyens et cette souveraineté populaire? Alors, moi, le pari que j'ai fait, c'est j'ai régulièrement lu dans mes études en philosophie politique les écrits historiques sur l'avancée de la démocratie. Et ce qui est intéressant de garder à l'esprit, et qu'on n'a pas souvent à l'esprit finalement, c'est que notre système politique actuel a été développé, modelé, les personnes qui l'ont fait émerger, on va dire ça plus simplement, étaient des antidémocrates affirmés. C'est des personnes qui, justement, s'opposaient fortement à la démocratie. D'ailleurs, pendant la Révolution française, le terme démocrate, être démocrate, c'était une insulte, hein, c'était une connotation très péjorative de dire à quelqu'un, à un adversaire politique, que c'était un démocrate. Le démocrate, c'est celui qui était pour le chaos, le désordre, la violence, l'arbitraire, et qu'on allait se laisser prendre par le pouvoir tyrannique et despotique du peuple. C'était vraiment le fait de dire, en gros, on le verra tout à l'heure, hein, c'était être irrationnel. Être démocrate, c'est laisser des personnes qui n'ont pas la capacité de jugement adéquat gouverner. Et justement, comme ils ne sont pas au stade de maturité, d'intelligence et de prise de conscience suffisamment éclairés, et qui sont pas, comme il n'y a pas de maturité politique chez ces personnes-là, on ne peut pas les laisser se gouverner eux-mêmes, comme des enfants en fait. Littéralement, ils n'ont pas, donc c'est normal qu'ils soient sous tutelle, ou qu'ils soient gouvernés par d'autres personnes qui connaissent mieux leurs intérêts. Et d'ailleurs, dans les premiers temps, notre système de gouvernement a surtout émergé face à une aristocratie. C'est-à-dire, l'objectif, c'était que la bourgeoisie puisse récupérer une partie du pouvoir et puisse contribuer justement à la prise de décision publique, parce que vous voyez bien que quand c'était uniquement l'aristocratie qui était au pouvoir, ça ne servait pas ses intérêts. Et d'ailleurs, il y a un parallèle qui est intéressant avec le système de la santé, c'est qu'il y a beaucoup d'arguments dans les discours de l'époque où les bourgeois justifient la légitimité de leur participation à la politique avec les aristocrates en disant « Nous, au moins, nos compétences sont des compétences qu'on a prouvées par l'expérience. » C'est-à-dire le fait qu'on ait des personnes utiles à la société, on l'a prouvé parce que regardez, on a du succès commercial,
on arrive à faire des choses. Donc, ce n'est pas juste parce que c'est une élection traditionnelle, on est des héritiers d'eux, on est une filiation d'eux, et donc on a hérité un statut sans prouver par l'expérience qu'on avait les compétences. Au contraire, nous, en tant que bourgeois, on vient de prouver, par notre activité et le succès de notre activité, que nous sommes des personnes qui avons des compétences, et on l'a prouvé par nous-mêmes, ce n'est pas juste parce qu'on l'a hérité. Après, on verra que quand il y a eu de l'accumulation du capital, ça va se reproduire pour les bourgeois aussi, parce que des gens qui vont hériter de la fortune de leurs parents, etc., auront aussi hérité, non pas par la preuve de leurs compétences, mais par un héritage traditionnel. Mais c'est intéressant parce que c'est ce qu'on voit comme critique qu'il y a eu dans l'émergence des patients partenaires, c'est de dire que les patients partenaires sont des personnes qui ont illustré par leurs compétences, et non par une désignation, par une élection ou quoi que ce soit, la présence de leurs compétences de coopération pour la démocratie en santé. Et donc, il y a une forme en tout cas de fondement qui est assez intéressant sur lequel faire des parallèles. Donc, le premier point à retenir ici, c'est qu'il faut qu'on soit exigeant davantage avec les mots. Et vous connaissez pour la plupart, je pense, la phrase d'Albert Camus qui nous dit que mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Mais c'est profond cette phrase ou cette formulation, parce que c'est dire vraiment le fait de dire en permanence dans nos discours, nous sommes en démocratie, nous avons un gouvernement démocrate, etc., alors même que l'exercice de définition nous montre bien de caractérisation que ce n'est pas le cas. Pourquoi alors? Pourquoi on a autant de mal à dire qu'on vit dans une république? Pourquoi on investit d'un mot qui n'a pas de sens par rapport à la réalité, ce qu'on vit actuellement? Alors, j'ai retrouvé dans un des passages, justement, un des médecins qui avait créé un journal révolutionnaire qui s'appelait L'Ami du Peuple, qui s'appelait lui Jean-Paul Marat, et qui propose une explication de ce décalage entre l'usage des mots et la réalité. Et je le cite, « Abusés par les mots, les hommes n'ont pas horreur des choses les plus infâmes, décorées de beaux noms, ils ont surtout horreur des choses les plus louables, décriées par des noms odieux. C'est ainsi qu'on nomme prérogative de la couronne les droits usurpés sur la souveraineté des peuples, et de l'autre manière qu'on nomme loyauté la prostitution aux ordres arbitraires. De la même manière, on va nommer révolte la résistance à l'oppression et discours séditieux la réclamation des droits de l'homme. Encore, nommer la punition des séditieux et le massacre des ennemis de la liberté. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir justement à quel point ça aide. Je prends de nommer loyauté quelque chose d'investi positivement, ce qui va nommer la prostitution aux ordres arbitraires, c'est-à-dire des lois qui n'ont pas de sens par rapport à l'expérience et tout le monde se rend compte qu'elles n'ont pas de sens, et pourtant on les suit. Et de se dire que ça, c'est un comportement qu'on valorise justement du point de vue de l'institution. Et inversement, des personnes qui résisteraient à l'oppression exprimeraient ou décriraient une forme d'oppression, on les appellerait des révoltés, des gens qui veulent générer une révolte et amener le chaos. Et donc, l'hypothèse qui est posée ici, c'est que pourquoi on utilise un mot différent pour nommer une réalité qui ne correspond pas à ce mot-là? L'hypothèse, c'est que ça permet de consolider aux yeux des citoyens des décisions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de leurs intérêts et qui vont donner envie de voter et de maintenir ces représentants au pouvoir. Et donc, dire que nous vivons dans une démocratie, c'est laisser entendre et croire que les citoyens exercent plus de pouvoir qu'ils ne peuvent réellement le faire, tout en entretenant chez eux le désir d'être souverain et un discours qui montre qu'on l'est. Alors, pour illustrer un petit peu le passage des différentes étapes qu'on peut avoir quand on s'approprie un tel mot, je mobilise un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-François Dupuy-Derry, qui est un Québécois, un politologue québécois, et qui essaye de retracer l'histoire du mot et de l'utilisation du terme de démocratie et qui identifie ces 4 étapes. La première serait une étape de dénigrement où justement on désignait les démocrates comme des radicaux irrationnels, dangereux qui veulent semer le chaos. Ensuite, une période où ce régime qui ne tient pas compte du réel et de l'expérience des citoyens commence à devoir exercer de la violence physique ou symbolique extrêmement puissante sur le peuple, et donc il y a de la résistance qui augmente. Et là, on a des acteurs politiques représentants qui passent plus au stade de l'affirmation, c'est-à-dire dans une période de tension où ils vont s'associer à la démocratie en disant que ça permet justement de montrer qu'on est contre les pratiques actuelles et qu'être démocrate, c'est plus soyer, être d'accord avec les critiques qui sont faites contre l'exercice d'un pouvoir illégitime. Et donc, c'est d'ailleurs, par exemple, s'opposer au gouvernement autoritaire à cette époque. Troisième étape, le détournement. Finalement, le démocrate, c'est la personne investie de quelque chose de positif, c'est celui qui parle au nom du peuple. Donc, il est là, au contraire, comme tiers de confiance positive qui vient contre l'autorité illégitime et qui exerce une violence contre le peuple, contre une réalité pourtant qui émerge. C'est la personne qu'on va pouvoir investir d'un pouvoir qui va nous sauver face à cette agression.
Et ensuite, la généralisation, quatrième étape, où on considère que la démocratie, on va l'utiliser, le terme, comme tout ce qui est lié au bien. Donc à l'époque, ça va être à Dieu, à l'émancipation, à la salvation. Et comme on pourrait faire le parallèle aujourd'hui avec la démocratie en santé ou le patient partenaire, qu'on va investir sans même décrire ce qu'il fait, les compétences qu'il mobilise, etc., comme intrinsèquement quelqu'un qui va nous aider à répondre aux enjeux, comme quelqu'un de salvateur, comme quelqu'un d'intrinsèquement positif et utile et pertinent pour le système de santé. Donc, l'observation du décalage entre ces différents mots, qu'on peut retrouver aussi avec les représentants des usagers, les patients partenaires, c'est-à-dire une des critiques qui est à l'origine de l'émergence des patients partenaires dans le système de santé est justement cette critique du fait que, comme les sénateurs ou les députés ou les autres représentants, notre système de représentation dans le système de santé ne répond pas aux intérêts de la diversité des intérêts des citoyens. Et que de ce fait-là, il y a la même mise en tension, la même remise en question de à quel point c'est adéquat ce mode de contribution au système de santé, et notamment par ce décalage. C'est-à-dire, est-ce que chaque personne qu'on nomme représentant des usagers fait réellement et mobilise réellement les compétences nécessaires pour représenter les intérêts et la diversité des intérêts des personnes qu'elle représente. Donc, c'est là que je vous amène sur ce parallèle-là. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent ou qui sont intéressés, tout le travail de Guy Debord sur la société du spectacle illustre justement ou pointe exactement cette tension-là entre l'utilisation des mots et les pratiques, et à quel point plus cet écart-là est important, plus le pouvoir va avoir à exercer une force physique et symbolique extrêmement puissante pour compenser l'écart avec le réel. C'est-à-dire que les gens se rendant compte que ce qu'on dit n'est pas exactement ce qui se passe, il va falloir d'autant plus mobiliser d'autres autorités pour que la personne suive quand même et s'approprie le discours et le fasse vrai, l'interprète comme du réel, alors qu'elle sent bien que ce n'est pas forcément réel. Donc, soyons lucides, nous gouvernons selon des principes républicains. Et ce qui n'est pas un mauvais mot, ce qui n'est pas un gros mot. Il faut qu'on arrête de penser que parce qu'on affirme que nous ne vivons pas en démocratie, que ça serait une théorie critique de mauvaise foi, qui serait l'expression de ça, et qu'on serait forcément contre les gouvernements actuels, du simple fait de nommer la réalité de notre système de gouvernance actuel. Donc, par contre, à quoi l'histoire, elle nous invite à être vigilants par rapport à ces modes-là. Donc là, on s'entend, finalement, la démocratie, c'est un mot intéressant, mais c'est plus un discours qu'une pratique si on se fie à notre réalité en France. Nous sommes donc dans un système où ce sont des représentants qui portent nos intérêts, notre voix et notre souveraineté. Et donc, à quoi on est vigilant depuis une centaine d'années, enfin environ 150 ans, sur ces questions-là? C'est-à-dire, quel est le message important qu'on a à entendre de ces personnes-là? La première chose, c'est que la majorité de nos actes politiques qu'on fait au quotidien, ils sont informels et ils ne sont pas reconnus comme des gestes politiques. Donc, c'est-à-dire que quand en France, on demande à des gens c'est quoi la politique, on va nous nommer justement uniquement les représentants et les institutions et le gouvernement, sans juste reconnaître le travail politique quotidien de n'importe quel homme et de n'importe quelle femme dans son existence quotidienne. Le simple fait d'accepter qu'il y a cette séparation fait en sorte que déjà on ne se perçoit pas comme un acteur politique au quotidien et que donc on ne se responsabilise pas nécessairement à se poser la question quelle est la nature et l'envergure de mon travail politique dans la journée. Et le simple fait de ne pas se poser la question fait en sorte que justement on se laisse déterminer par des personnes qui, elles, consacrent du temps à ce travail politique. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est de renverser cette dichotomie et arrêter de la maintenir et de repolitiser la vie citoyenne. Il y avait un sir anglais qui s'appelle Thomas Smith, qui était député d'ailleurs à la Chambre, et qui justement illustre pour moi un des enjeux du système représentatif qui va nécessiter justement de voir quelles sont les voies de la démocratie en santé qu'on peut explorer. Il va nous dire que chaque Anglais est considéré comme étant présent au Parlement du fait que nous sommes là en tant que représentants. Donc le consentement du Parlement est le consentement de tous. Je trouve que c'était une formule très ramassée pour expliquer de manière très simple quels sont les postulats associés au système de représentation des citoyens. Donc ce que ça nous dit, je vous donne 5 postulats associés qu'on peut tirer de cette phrase. Premièrement, le gouvernement représentatif, il est fondé sur la division sociale du travail politique.
C'est-à-dire justement, il y a des gens qui vont générer de la valeur économique pour faire tourner la société, la majorité des actifs et qui font un emploi. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui consacrent leur temps plein à une fonction politique formelle. Et ça se passerait donc que là, le politique, que chez eux, que avec eux et que dans ces endroits-là, dans ces espaces-là. Et ce que ça amène, c'est de considérer que dans la société, du fait que j'ai élu les personnes et que j'ai voté pour eux, je me déresponsabilise de mon rôle politique quotidien. Et de ce fait-là, j'ai l'impression d'avoir transféré totalement mon pouvoir à ces personnes-là et que de ce fait-là, j'en garde plus. Je l'ai transféré et après, un président ou un député ou un représentant peut dire « On m'a élu il y a 2 ans, la décision que je prends aujourd'hui, alors que le contexte n'est plus le même, est toujours aussi légitime. Puisque je porte votre voix et que vous m'avez donné votre confiance. Je peux donc la porter tout le temps du mandat que vous m'avez investi. » On va voir qu'il y a des limites à ça. En dessous, le peuple est donc déterminé par ses passions, est déraisonnable en matière politique et ne saurait se gouverner et ne sait gouverner le bien commun. Donc, il a besoin de représentants à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on gère ça entre nous. D'ailleurs, je cite au passage une phrase qui est assez connue de Marc Aurèle, où il dit que justement, une de ses critiques de la démocratie directe, c'est de dire 10 000 citoyens pris par leurs affects n'ont pas plus de raisons et d'intérêt pour le bien commun que 2 personnes entièrement rationnelles. Donc, c'est là où est le fondement de la discussion qu'on doit avoir au niveau éthique et politique. Parce que c'est là qu'il y a une confusion des ordres. Là, Marc Aurèle, il nous parle certainement, enfin beaucoup plus en tout cas en termes d'efficience de la décision. C'est comme si on se mettait en santé. Et effectivement, 2 épidémiologistes ou 5 épidémiologistes sont peut-être mieux placés pour qualifier le risque associé à l'épidémie de Covid-19. Et n'importe quel citoyen n'est pas aussi qualifié et légitime à exprimer son avis sur la qualification du risque. Par contre, sur le plan politique, cette fois-ci, n'importe quel citoyen français est tout aussi légitime pour expliquer quel est son rapport à ce risque et décider s'il est prêt ou non à renoncer à une partie de ses libertés individuelles et collectives par rapport à ce risque. Et sur ce plan-là, tout le monde est égal. Et l'enjeu qu'on a là-dedans, c'est que considérer qu'effectivement 10 000 citoyens qui n'auraient pas les compétences intellectuelles, affectives, de régulation de leurs émotions pour prendre des décisions qui concernent le bien commun, ça c'est prendre pour acquis que justement ce n'est pas une question politique, où donc chacun serait tout aussi légitime et que ce n'est pas une question de compétence, mais que c'est une question d'efficacité et d'optimisation de la décision par rapport à une certaine conception du bien commun. Et donc là, il y a quand même un fondement important sur lequel bien appuyer, parce que un des cœurs, enfin pour moi, un des cœurs, oui, du problème se situe ici. C'est cette confusion des ordres entre la sphère politique, qui, elle, met tout citoyen à égalité en termes de légitimité, et donc la question de qui est rationnel, pas rationnel, pris par ses affects, en conflit d'intérêts, etc., n'intervient pas. En tout cas, elle n'est pas suffisamment décisive pour empêcher les gens de participer. Si par contre on est sur le plan d'une optimisation d'une certaine conception de l'intérêt général, là les questions de compétences, de temps qu'on y consacre, des capacités qu'on a, peuvent rentrer en compte. Donc, j'avais un dernier postulat, oui, élire un représentant lui donne donc un temps donné, consacré, dans les bonnes conditions, d'agir pour moi. Et sans mécanisme de contre-pouvoir significatif entre les temps d'élection. Donc, on a un système républicain où on élit des représentants dans lequel on n'a pas un pouvoir de révocation en cours de mandat. Si on considère qu'au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, il n'y a pas, on est capable d'objectiver le fait que les décisions prises par ce représentant ne correspondent pas à la diversité des intérêts des personnes qu'il représente. Et donc, on n'a pas de pouvoir, ou très peu, enfin, il est assez compliqué, celui qui existe, on a très peu de pouvoir d'agir comme boucle de rétroaction, à notre évaluation des pratiques du représentant, à quel point on peut juger ou pas de l'adéquation. Et le problème, c'est que quand ça dure 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, si on se rend compte rapidement que la personne ne représente pas nos intérêts, ça a quand même un impact social et politique assez important de n'avoir aucun moyen de remettre en question, même si c'est via des institutions, la légitimité de cette personne. Donc, on a d'autre côté notre système républicain qui reconnaît que seuls les représentants sont légitimes et efficaces pour exercer le pouvoir collectif de l'ensemble des citoyens. Or, c'est là que c'est intéressant pour la démocratie en santé, c'est que les citoyens au quotidien, eux, constatent,
que ce ne sont justement pas en priorité leurs intérêts qui sont nécessairement servis. Et si je prends ça, si on commence à faire le parallèle avec la crise sanitaire, on voit bien qu'il y a de nombreuses motivations politiques qui étaient associées à la gestion de la crise sanitaire. Et donc, par exemple, de montrer qu'on agit plus que d'agir de manière pertinente, c'est-à-dire juste de montrer qu'on agit, qu'on fait quelque chose, parce qu'on sait que les citoyens attendent de nous ça, ce n'est pas forcément aligné avec le bien commun. Ou la fameuse phrase « le quoi qu'il en coûte », en se mettant dans une position où nous, gouvernement, on va dépenser ce qu'il y a à dépenser, coûte que coûte, pour votre bien, pour assurer le bien commun, alors que cet argent est l'argent des citoyens. Donc en fait, ce que ça veut dire, c'est quoi que ça vous coûte dans la réalité. Pas quoi qu'il en coûte pour le gouvernement, c'est quoi que ça, à la limite, on devrait dire quoi que ça nous coûte collectivement. Et cette phrase a tout de suite un autre impact, parce qu'en termes d'inégalité, endetter un pays de plusieurs dizaines de milliards ou centaines de milliards, si on prend dans le temps avec les effets économiques associés, tout le monde n'est pas égal face aux conséquences qu'aura quel est le terme exactement, pas la récession économique, mais quand on rembourse des dettes et il y a une période d'austérité, l'austérité économique n'aura pas du tout le même effet sur l'ensemble des Français. Donc, quand on est en position privilégiée et qu'on dit quoi que ça nous coûte, et qu'on prend cette décision à partir d'un cercle circonscrit qui est dans des positions socio-économiques assez favorables, et ben c'est aussi, si on ne la prend pas démocratiquement, cette décision, c'est nier le fait que cette décision aura des impacts tout à fait différents selon où est-ce qu'on se situe dans la société et quelle est la vie qu'on a au quotidien. Et que donc, pour des députés ou des membres du gouvernement, ces effets-là peuvent être absorbables par la qualité de vie qu'ils ont. Pour d'autres, ça peut être des décisions qui sont suffisamment impactantes dans leur vie et dans leur futur pour que une discussion démocratique doive avoir lieu dans ces cas-là. Deuxièmement, on constate que, et ça c'est quand même assez, par contre ça diffère d'autres époques, on constate que nos représentants, ils n'incarnent pas forcément ces modèles éthiques vertueux de mesure, de rationalité, de désintéressement personnel, de respect de la pluralité des idées, etc. Alors qu'à une époque, on justifiait le système de représentation par la supériorité morale, éthique de ces représentants, et dans certains cas, on retrouvait effectivement une culture, une rationalité, une sagesse qui, en tout cas, pouvait justifier une conception élitiste de la politique, mais qui au moins était cohérente avec son discours. Dans notre cas actuel, si on regarde nos ministres ou nos députés, ou qu'on les entend à la radio, on a peut-être un peu cheminé de ce côté-là. On a moins, en tout cas, une élite intellectuelle, éthique, de pratiques spirituelles. Quand je dis spirituelle, c'est une forme d'ancrage dans la sérénité que peut nous apporter justement cette inscription dans quelque chose de supérieur, qui serait justement la nation. Et donc, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est pourquoi on maintient un système basé sur le fait que c'est légitime d'avoir des représentants du fait qu'ils portent ces qualités, ces compétences qui justifient cette position particulière, alors qu'on observe de moins en moins ces compétences particulières, qu'elles soient dans leur exercice ou de la politique, ou même dans d'autres sphères dans lesquelles on peut les observer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a du mal à se dire, sans tomber dans le complotisme en fait, on a du mal à se dire, aujourd'hui, on a du mal à faire accepter plutôt le discours selon lequel un homme politique, un représentant, agit au quotidien pour préserver sa position. C'est-à-dire préserver son mandat, sa mission, son rôle institutionnel, alors que quand on voit des salariés d'ArcelorMittal aller jusqu'à la grève, fermer ou bloquer leur usine pour préserver leur emploi, se mettant dans des situations de précarité financière, affective, familiale majeure pour préserver leur emploi. Donc là, ça nous paraît faire sens commun ou être légitime de faire ça, de défendre ce qui nous permet de vivre et de faire sens au quotidien. Et pourtant, quand on transfère ça à nos représentants en se disant, en fait, logiquement, ils sont comme les autres, d'ailleurs, on ne voit pas des compétences ou une éthique qui montrerait qu'ils sont si différents, ils doivent donc défendre tout autant et tenir tout autant et s'engager tout autant au quotidien pour défendre ce lieu qui leur permet leur épanouissement et qui fait sens pour eux. Et tant qu'on ne reconnaît pas ça, qu'il y a donc pour chaque humain, chaque individu, ce travail de pérennisation de là où il est et qui va vouloir maintenir l'inscription dans ce quoi il est, moins on aura de poignées, d'opportunités de questionner quand est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts. Parce qu'actuellement, justement, on a l'impression que dès qu'on nomme ces éléments-là, on prend les gens de mauvaise foi en disant non, il n'essaye pas juste de préserver son poste ou de préserver son mandat. En fait,
alors que pour tous les autres citoyens, on trouve ça tout à fait normal quand ça arrive dans leur cas pour leurs emplois. Cinquième chose que les citoyens observent et qui les met en tension par rapport à cette conception d'un représentant qui représente adéquatement leurs intérêts, c'est que on entend dans les discours officiels et gouvernementaux et de nos représentants des conceptions de la démocratie qui, justement, ne correspondent pas nécessairement à notre propre conception. Je prends l'exemple très récent d'Olivier Véran, qui était hier à France Inter dans la matinale, qui était interviewé par Nicolas Demorand et par Léa Salamé, et où il est justement questionné sur la gestion démocratique de la crise sanitaire, et où il répond à cette question, où on lui pose la question « Est-ce que vous pensez que ça a été démocratique ?» Il répond « Oui, tout à fait. J'ai passé 500 heures à l'Assemblée et au Sénat. Donc, le fait d'avoir passé du temps dans ces endroits-là, sans même préciser ce qui s'y est passé, etc., les compétences qui ont été mobilisées, en soi, c'est donc l'illustration de la démocratie, parce que le ministre de la Santé était dans des espaces démocratiques. Et deuxièmement, les oppositions ont eu le droit de s'exprimer. Donc, le deuxième critère qui permettait à Olivier Véran de qualifier la nature de la gestion de la crise sanitaire comme étant démocratique était présence dans l'espace démocratique, donc c'est démocratique, et deuxièmement, les oppositions ont eu le droit de s'exprimer. Les deux journalistes ont souligné que c'était bien de s'exprimer, mais que c'était intéressant surtout qu'il y ait un débat réel et que ça puisse être entendu plutôt que de simplement s'exprimer. Et moi, ça m'a fait penser, je pense que vous connaissez l'expression connue de Coluche, où il dit la dictature, c'est ferme ta gueule, et la démocratie, c'est cause toujours. C'est un peu ce qu'on peut entendre du propos d'Olivier Véran qui dit c'est démocratique, les oppositions ont pu s'exprimer à l'Assemblée. Le dernier élément qui nous met peut-être en tension par rapport au discours, c'est le fait que de nombreux citoyens ressentent l'effet passivant du dispositif. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous en faites vous aussi l'expérience, mais moi, quand j'utilise un GPS, j'ai toujours une discussion avec ma femme où j'essaye surtout d'utiliser le moins possible parce que j'ai l'impression que quand j'utilise un GPS, je perds de plus en plus ma capacité à me repérer moi-même et à prendre des décisions et à prendre des paris et des risques quand je me déplace. Et de ce fait-là, j'essaye de regarder la carte en amont et de surtout plus la reprendre après parce que je sens littéralement, physiquement, l'effet passivant et déresponsabilisant du GPS sur mon autonomie de déplacement. Il y a des citoyens qui le nomment de la même manière sur le dispositif gouvernemental représentatif par rapport à leur citoyenneté. Et là, je vous cite 2 ou 3 auteurs qui, justement, historiquement, nomment ce phénomène-là. D'un côté, John Oswald, qui nous dit « Quelle intention charitable de ces messieurs les représentants qui veulent nous épargner la peine de penser par nous-mêmes. » Justement, en parlant de cette économie, en disant « Autant on le dit, mais c'est pour vous épargner de réfléchir sur des questions bien trop complexes pour vous. » Alors que justement, c'est en s'entraînant et en étant pleinement les mains dans le cambouis sur ces questions complexes qu'on est capable de développer cette compétence. Et que, si je reprends par contre un autre auteur qui s'appelle Günther Anders, qui est un philosophe allemand, il va dire au contraire, le seul moyen d'une société de garantir l'émancipation de ses citoyens, c'est de ne se développer du point de vue conceptuel et technologique qu'à un niveau où l'ensemble des citoyens sont capables de s'approprier la question. Du simple moment où on va gouverner à partir de concepts ou de dispositifs techniques sur lesquels les gens n'ont pas de prise, pas de pouvoir d'agir, on augmente la probabilité que le système va se nourrir par lui-même au détriment des autres. Parce que les autres n'auront plus aucun moyen de remettre en question ce qui est en train de se faire, puisque ça sera basé sur une supériorité de compétences et de compréhension des uns sur les autres. Les autres se sentiront donc jamais assez légitimes et intelligents, raison pour laquelle les citoyens dans les vox pop répondent toujours « Non, mais je sais que là-haut, ils ont pris la bonne décision, ils ont réfléchi. » Parce qu'eux-mêmes, ils pensent qu'ils n'ont pas les compétences ou qu'ils ne sont pas capables de se poser des questions. Étant et ayant travaillé à plusieurs moments de ma vie à des niveaux stratégiques importants en politique, ce sont des mythes. La plupart des compétences et intelligences mobilisées sont tout à fait comparables à ce qu'on peut trouver dans de nombreuses autres institutions à des niveaux bien moins stratégiques. Une dernière phrase là, de Pierre-Joseph Proudhon qui va le dire de manière un peu plus cinglante. Le gouvernement représentatif est une tyrannie des parleurs. Ils nous étourdissent, nous assomment, nous pillent, nous sucent le sang et se moquent de nous. Ce sont des sensus du peuple. Ils tirent leur pouvoir du peuple et pourtant agissent la plupart du temps à son désavantage. Donc, ce qui est intéressant là, ce n'est pas la critique en tant que telle, parce que le but, il va falloir être plus constructif dans notre discours et voir pourquoi on a tous intérêt en ce moment à maintenir peut-être un système représentatif et ça se trouve à quel point on y est finalement relativement confortable. Et donc, il va falloir sortir, là je commence la partie critique pour revenir sur la partie constructive derrière, qui est de dire ce que Proudhon nous dit, un peu comme Étienne de la Boétie, c'est que
les représentants tirent leur pouvoir et leur légitimité de nous. Quand ils parlent de sensu, ce n'est pas juste au terme pour donner une insulte, c'est vraiment aussi symbolique, c'est ils tirent leur pouvoir du peuple. Ils n'existent que parce qu'on les investit de ce pouvoir-là. Comme, par exemple, par un médecin, on sait que de nombreux patients investissent le médecin d'une certaine responsabilité que le médecin lui-même reconnaît, et des fois, ce sont lui-même devoir agir d'une certaine manière sous la pression, sous la manière dont le patient l'investit d'un certain rôle et attend de lui certaines choses. Ce n'est pas que le médecin qui agit d'une certaine manière. La société aussi pousse, par exemple, les professionnels de santé à agir d'une certaine manière. Et de la même manière, en santé, on pousse nos représentants et nos politiciens à agir d'une certaine manière. Ce qu'on peut nommer ici, peut-être le dernier concept avant de passer à la démocratie en santé en tant que telle, c'est un concept qui est proposé par Nicolas Nassim Taleb, qui propose le concept de skin in the game, ça veut dire en gros avoir la peau dans le jeu, donc jouer sa peau. Et il considère que, enfin pas il considère en fait, il a observé et évalué le fait que la qualité des décisions dépend de notre degré d'imputabilité dans la décision. C'est-à-dire, si, je prends souvent ces exemples parce qu'ils sont assez concrets, si je suis un médecin généraliste qui accompagne une personne dans son sevrage tabagique, je vais le voir peut-être 2 fois 20 minutes dans l'année, la probabilité que je n'ai aucune boucle de rétroaction pour savoir si ce que j'ai fait dans ces 2 fois 20 minutes est la bonne chose. Ça se trouve, la personne va arrêter de fumer, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait dans ces 2 fois 20 minutes, parce qu'il y a tellement d'autres déterminants que ça se trouve, c'est dans son environnement, sa femme ou son frère a arrêté de fumer, ou il est sorti d'un travail qui était tellement stressant, il utilisait la clope pour réguler, il est sorti de ce travail, il n'a plus besoin de la cigarette. Ou à l'inverse, j'ai fait exactement ce qu'il fallait dans ces 2 fois 20 minutes en tant que médecin généraliste, pour l'accompagner dans son sevrage, mais tous les autres déterminants qui jouent sur la consommation de tabac, eux, n'ont pas bougé, et j'ai beau avoir exercé adéquatement mes compétences, le résultat n'est pas visible, parce qu'il y a plein d'autres déterminants. Donc, là, en tant que médecin généraliste, pour être capable d'ajuster ma décision, savoir si je fais la bonne chose pour le patient et pour la société en général, c'est très difficile parce que je n'ai aucune boucle de rétroaction. Donc, je peux difficilement savoir si ce que je fais, c'est la bonne chose ou pas. L'enjeu, c'est que dans la représentation actuellement des usagers du système de santé comme nos représentants politiques, ils ont très peu de boucles de rétroaction efficaces, à part les élections, savoir si on les reconduit ou pas. Sauf que cette boucle de rétroaction, elle n'est absolument pas précise, parce qu'elle est une espèce de condensé affectif de si on est pour ou contre le changement, pour ou contre les mœurs qui évoluent, etc., plus qu'une évaluation précise de quand la loi X est passée il y a 3 ans et demi, si on était d'accord ou pas, et si elle a eu les bons effets ou pas. Donc nos représentants politiques actuellement n'ont également aucun système de rétroaction efficace leur permettant de savoir s'ils sont alignés sur les intérêts des citoyens. Donc ce n'est pas qu'une question de personnes qui seraient machiavéliques, mal intentionnées, incompétentes. On n'est pas designé collectivement en termes d'institutions politiques pour aligner les actions et les intérêts des représentants vers la réponse aux besoins des citoyens. Donc, c'est avant tout même pas une question d'individu, mais d'environnement qui structure et détermine à nous faire agir dans certaines directions plutôt qu'à d'autres. Donc, à retenir avant de partir à la deuxième section, l'alignement des décisions des représentants des citoyens avec l'intérêt général ne dépend donc pas principalement des vertus et des intentions individuelles des acteurs. Est-ce que je suis une personne bien intentionnée, empathique, qui veut servir mon prochain, mais essentiellement de mécanismes collectifs de rétroaction et d'implication constante des citoyens qui gardent en tension ce système imparfait. La représentation étant un système imparfait, la République étant un système imparfait, on n'a pas de choix que de mettre en tension en permanence le représentant des citoyens de manière à ce qu'il puisse ajuster son travail et être imputable de son travail de manière beaucoup plus directe, continue et quotidienne. Deuxième section, plus rapide. L'autre, la première, en fait, je vais faire en longueur et en détail les parties qu'on a moins tendance de discuter d'habitude. Donc, par exemple, celle-ci, on a moins l'habitude de discuter de ça au quotidien dans la démocratie en santé. C'est pour ça que j'y ai consacré plus de temps et que je suis rentré davantage dans le détail. Dans la démocratie en santé, c'est un questionnement auquel on est plus familier, donc j'irai plus rapidement que la première. Je vous propose de traduire la démocratie en santé par une question, pour la reformuler de manière plus claire et qu'on soit plus aligné sur ce que ça signifie.
par la question suivante. Quel est aujourd'hui notre pouvoir d'agir sur notre santé, celle de nos proches, ceux qui nous sont chers, et celle des personnes qui partagent notre communauté de destin? Parce que c'est ça fondamentalement la démocratie en santé, c'est le pouvoir aux personnes de la communauté. Donc, quel est aujourd'hui notre pouvoir d'agir sur notre santé, celle de ceux qui nous sont chers et celle des personnes qui partagent notre communauté de destin? Cette question, elle n'a pas trop d'intérêt à l'échelle individuelle. On peut la poser, mais on sait que la majorité des déterminants de la santé ne sont pas que individuels et essentiellement pas individuels. Donc, passons là au niveau collectif et on peut la formuler différemment à ce moment-là. Quel est notre pouvoir d'agir sur les conditions de vie qui déterminent notre santé? Par exemple, sur la pollution de l'air, sur les organisations du travail qui nuisent à notre santé, sur les technologies qui aliènent notre libre arbitre et qui nous empêchent justement de prendre des décisions qui sont forcément, enfin qui nuisent, ne nous empêchent pas, mais qui nuisent à notre capacité à prendre des décisions qui sont dans notre intérêt. Donc, si on la traduit, je donne un exemple très concret. Quel est notre pouvoir d'agir sur les conditions de pratique des professionnels de santé? Donc, si par exemple, je suis un patient, je fais l'expérience de pratiques que je trouve plus ou moins adéquates, c'est quoi mon pouvoir d'agir pour ajuster ces pratiques que j'ai trouvées pas adaptées à mes besoins? Ou encore, quel est mon pouvoir d'agir sur la pertinence des compétences qu'ils ont développées dans leur formation pour contribuer à notre santé? Là, je me rends compte que les médecins que je rencontre ou les infirmières de coordination ou autres, je ne sais pas, on va prendre l'annonce du diagnostic n'est pas optimale, pour prendre un classique. En tant que citoyen et membre de la communauté qui a contribué à investir ces personnes-là d'un rôle de soignant qui m'a annoncé ce diagnostic, quel est mon pouvoir d'agir sur la formation continue, le développement continu des compétences de ces personnes dont j'ai fait l'expérience et dont l'annonce du diagnostic était inadéquate pour qu'ils s'améliorent sur la capacité à annoncer un diagnostic de manière plus adéquate. Et donc, questionner la démocratie en santé, c'est questionner notre degré d'influence individuelle et collective sur la définition, l'organisation et l'évaluation de l'écosystème humain et technique qui permet de prendre soin de nous. Ce n'est pas donc uniquement le système de santé, c'est le degré d'influence individuelle et collective sur la définition, l'organisation, l'évaluation de l'écosystème qui est à la fois humain et technique qui permet de prendre soin de nous. C'est quoi les leviers qu'on a actuellement à notre disposition? Dans la démocratie en santé, on en a un principal, c'est la représentation des usagers du système de santé qu'on a appelé tout à l'heure la démocratie indirecte. La seconde, qui existe depuis toujours, mais qui prend de plus en plus de place et qu'on nomme en tout cas de manière de plus en plus explicite, c'est la démocratie directe, c'est la participation. Elle est incarnée notamment par la participation, je sais pas, de citoyens, à des forums citoyens, à des projets d'établissement, mais aussi des bénévoles associatifs, des patients et des aidants partenaires, des représentants, enfin non, pas des représentants d'usagers, parce qu'ils sont dans le premier mode de participation. Et donc, on va s'intéresser quelques secondes à cette forme du patient partenaire comme correspondant historiquement à cette figure investie comme pharmacon, comme remède, et on va voir peut-être des fois à la fois aussi poison dans certaines conditions, des mots de la représentation des usagers. Donc, ces fameux patients partenaires, juste pour les définir, je sais que, vu les visages que je vois ici, il y en a plusieurs qui connaissent très bien ça, mais il y en a quelques-uns que je ne connais pas encore. Je le définis donc, je donne une définition là très, très académique, enfin formelle. C'est une personne ayant une expérience significative de la vie avec la maladie et des interactions avec les soignants. Ses savoirs expérientiels sont reconnus et ses compétences de soins développées en coopération avec les professionnels de santé. Il est reconnu comme un acteur de soins à part entière, donc de sa santé, et tout en reconnaissant et respectant l'expertise des membres de l'équipe. Ce n'est pas une compétence qui se substitue à celle des professionnels, mais une expertise complémentaire, enfin je ne dirais même pas expertise, ça c'est dans la définition, mais moi je n'utiliserai pas le terme d'expertise. Tout en respectant les compétences complémentaires des membres de l'équipe, il oriente leurs préoccupations autour de ses besoins et de son projet de vie. Donc, ces pratiques-là, ce n'est pas des pratiques nouvelles. La pérédance, l'éducation thérapeutique, on en entend parler depuis plusieurs années, l'éducation thérapeutique depuis les années 80. La pérédance, ça a toujours existé dans notre société. Des gens qui, à partir de leur expérience, accompagnent, par exemple, d'autres femmes. Une femme qui a accouché, qui accompagne une autre femme, sa mère, sa sœur, ses enfants à accoucher. On est dans la même logique de la pérédance. D'être capable d'accompagner l'autre à partir de ses savoirs et d'une expérience concrète qu'on a soi-même vécue. Donc, ce n'est pas des pratiques nouvelles. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que, ça fait écho également, pour une fois, aux problématiques des professionnels.
C'est-à-dire que les professionnels se rendent compte aussi que dans un système de santé où ils sont gouvernés par des représentants de leurs intérêts, et ben en fait, les pratiques qu'ils vivent au quotidien et qu'ils exercent sont de moins en moins cohérentes, perte de sens, pratiques certaines totalement absurdes. Et de cette là, se rendent compte eux-mêmes, les cliniciens, qu'un système représentatif ne correspond pas non plus à leurs propres intérêts. Donc, ils voient tout à fait l'intérêt de se réancrer dans une participation beaucoup plus directe des cliniciens, des soignants, comme c'est tout aussi intéressant de s'ancrer dans une perspective directe et une participation directe des patients. On voit émerger un nombre de plus en plus important de tiers de confiance, c'est-à-dire que ce n'est plus des représentants nécessairement, c'est-à-dire des gens qui vont avoir un rôle formel qu'on définit pendant un temps dédié, etc. Mais on va avoir des personnes qui ponctuellement sont reconnues comme des intermédiaires légitimes avec le système de santé pour remonter leur expérience ou agir comme facilitateurs d'intercompréhension entre les citoyens, les patients et l'institution. Donc ces patients partenaires vont souvent avoir ce rôle de tiers de confiance parce qu'ils sont skin in the game, comme on disait tout à l'heure. Ils sont directement concernés. Ils ont tout intérêt à ce que le service d'oncologie améliore son organisation de parcours parce que ça va avoir un impact direct sur la qualité de leur accompagnement. Par rapport à, par exemple, un représentant de l'usager qui peut avoir un intérêt beaucoup plus diversifié parce que le nombre de trajectoires, il ne peut pas être autant affecté, des fois, autant concerné par l'ensemble des problématiques qu'il y a dans le système de santé ou dans l'établissement dans lequel il est, alors que pour le patient partenaire, il va être directement concerné par la problématique à laquelle il essaye de contribuer. On voit donc, c'est là que c'est intéressant, donc, une critique de la représentation, émergence d'une figure de la participation, mais ce qu'on voit, c'est que autant on a du mal avec la démocratie directe parce qu'on considère les gens pas assez compétents, pas assez légitimes, pas assez rationnels, de la même manière, on a eu encore le réflexe d'aller trouver un tiers qui est effectivement pas un représentant et plus proche des citoyens, mais qui est encore quelqu'un qui partage un tant soit peu les codes institutionnels pour être capable de faire le lien entre les citoyens, qui ne sont pas encore parlables apparemment, parce qu'on n'est pas en démocratie directe, donc on ne peut pas forcément être en interaction quotidienne avec eux et on ne les comprend pas toujours dans ce qu'ils veulent. Et on a encore cet intermédiaire qui facilite la participation. Donc, ça nous aide quand même à sortir d'une représentation que par des gens formels. On arrive avec des gens qui peuvent être de manière plus ponctuelle dans le système de santé, mais il y a encore une étape à franchir parce qu'il a encore fallu que ces gens-là aient des compétences, des qualités spécifiques et le citoyen ou le patient lambda est encore quelqu'un qui nous paraît être l'équivalent du peuple tyrannique et despote que décrivaient les antidémocrates de la Révolution française. Donc, les patients partenaires, pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est donc ces personnes-là qui correspondent aux critères qu'on a discutés tout à l'heure et qui sont mobilisées soit dans les soins, pour accompagner autrui à partir de leur propre expérience de soins, soit dans l'organisation des soins pour améliorer le système de santé, la qualité, la sécurité, la pertinence, soit dans la formation initiale et continue des professionnels de santé, soit dans la recherche. Donc aujourd'hui, dans l'ensemble du système de santé, les patients partenaires sont mobilisés pour contribuer à une démocratisation, c'est-à-dire une diversification de la prise en compte des intérêts des citoyens dans la manière de prendre soin des gens, des citoyens. Alors, je continue. Les enjeux actuels qu'on a, pour finir sur la partie démocratie en santé. On a donc cette remise en question de la pertinence de la représentation et d'un monopole collectif de l'association. Est-ce qu'il n'y a que les associations agréées et formelles qui travaillent dans une logique collective ? On connaît tous, je pense, des membres associatifs ou des acteurs associatifs qui ne sont pas toujours dans une perspective collective et inversement, des patients partenaires qui ne sont pas dans une association mais qui agissent dans une logique collective et donc socialisent aussi leur savoir, etc. De l'autre bord, deuxième enjeu, il y a une forme de messianisme dans la manière dont on investit les patients partenaires, une forme de surinvestissement positif du nouveau à travers eux. Comme c'est une nouvelle figure, ils sont forcément porteurs de salvation et d'émancipation. Comme quand on élit un nouveau gouvernement qui diffère totalement différent, on se dit que forcément, ça ira mieux. Et ça donne lieu à des enjeux vraiment importants. Par exemple, enjeu de l'intégration de cette perspective-là. J'ai vu un cas récemment où on avait un bénévole associatif qui avait une vingtaine d'années d'expérience dans l'accompagnement en tant que père d'autrui dans un service de soins en santé mentale. Et on l'a très rapidement préféré un patient partenaire qui venait d'être diplômé d'un niveau DU, un diplôme universitaire dans le domaine, en disant « oui, mais lui, c'est un patient partenaire », sans décider ce que c'est, ça va forcément être plus légitime ou plus pertinent que ce bénévole associatif qui est là depuis 20 ans et qui avait des compétences reconnues par ses pairs. Mais l'institution était beaucoup plus en confiance avec une personne diplômée et se présentant sous l'aune du nouveau
que cette personne-là qui était là depuis longtemps. Et donc, ce qu'on peut avoir, c'est justement ce genre d'économie de pensée où on va surinvestir cette nouvelle figure de la participation avec des qualités qu'elle n'a pas systématiquement. La solution actuelle, c'est la coopération entre justement ces différents publics. C'est-à-dire, au lieu de dire dans la vie, il n'y a que la démocratie directe, les représentants, c'est des personnes totalement inadéquates, au lieu de dire les patients partenaires, c'est uniquement des acteurs individuels qui n'ont que leurs intérêts individuels en question, donc il ne faut pas passer vers ce mode de démocratie-là. Ce qui est actuellement, c'est de considérer que, les seules personnes qui consacrent une grande partie de leur temps significatif, de leur attention, de leur énergie à faire un travail de représentation, ce sont les représentants des usagers et s'y engagent avec cette envergure de temps qui est la leur. Mais peut-être faudrait-il donner des conditions plus adéquates pour qu'ils puissent, par exemple, dans certains cas, être rémunérés d'une certaine manière pour que ça attire des gens qui sont, par exemple, dans la vie active, des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la moyenne d'âge des représentants d'usagers, c'est 67 ans. Donc forcément, les intérêts représentés sont des intérêts déterminés par une certaine histoire de la vie en société et une certaine forme de conception de la santé qui est plus proche de celle des personnes de cet âge-là. Et inversement, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye de voir dans les établissements comment on fait en sorte que les représentants d'usagers, les bénévoles associatifs et les patients partenaires peuvent agir comme différentes figures de la démocratie en santé ensemble, avec la complémentarité de leur perspective et de leur légitimité, plutôt que de dire qui est-ce qui est plus légitime que l'un ou que l'autre. Voilà. Donc, pour finir sur cette partie-là, on est dans un système de la santé où la participation directe émerge de plus en plus, on lui laisse davantage de place, mais on reproduit les mêmes enjeux politiques, c'est-à-dire on n'est toujours pas plus vigilant avec ces nouvelles choses qui émergent comme on n'a pas plus été vigilant avec la République, qui au final reproduit d'autres enjeux qui étaient les mêmes qu'on avait précédemment avec l'aristocratie, mais juste on a élargi le cercle bourgeois. De la même manière, on est en train d'élargir la représentation des usagers à une autre classe qui serait les patients partenaires, mais avec d'autres enjeux en termes d'inégalité qui sont le fait que ce n'est toujours pas de la démocratie directe, donc forcément il y a des limites à ça. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'est-ce que la crise sanitaire nous a appris sur les autres voies qu'on pourrait explorer à l'avenir en matière de démocratie en santé. Je vais le dire comme ça. Donc, premièrement, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des situations de crise politique, parce qu'elle était politique en même temps qu'étant une crise de santé, c'est qu'elles nourrissent l'engagement de nouveaux acteurs. Par exemple, la crise du sang contaminé dans les années 80, une grande partie des acteurs du partenariat aujourd'hui, c'est-à-dire de ceux qui ont contribué à l'émergence des patients partenaires, sont des personnes qui ont initié leur engagement pour la démocratie en santé pendant la crise par l'intermédiaire ou dans le contexte de la crise du sang contaminé. Et donc, on peut déjà se réjouir du fait que potentiellement, cette crise sanitaire va être l'occasion de développer, de faire émerger des vocations pour l'engagement démocratique chez de nombreux patients comme de nombreux citoyens et professionnels de santé. Parce que ce qui est intéressant, si on reprend du guide de bord, sur le fameux dévoilement de la société du spectacle, c'est que le moment où on se rend compte qu'on a vu un petit peu les coulisses. Avant, on trouvait que le spectacle était bien joli et que l'histoire tenait bien avec ce qu'on voyait devant la scène. Mais une fois que le rideau, on a un peu vu derrière, parce que la crise fait en sorte qu'on n'a pas réussi à draper tout comme on voulait, puis qu'on a laissé la cuisse dépasser, ou qu'on a laissé d'autres choses dépasser. En fait, c'est que les gens, certains le voient et n'arrivent plus à se défaire de l'image de ce qu'ils ont vu. Et l'avantage que ça a, c'est que ça va amener une espèce de tension éthique et politique générale qui va amener une reconfiguration du pouvoir, parce qu'on ne va plus avoir le choix d'assumer. Il y a deux voies. Soit on assume ce qu'on a montré derrière la scène, soit on va devoir renforcer l'histoire et renforcer les moyens qu'on fait pour faire croire aux gens l'histoire, le spectacle qu'on leur fait croire. De ce fait-là, premier constat intéressant. Celui qui est très cohérent avec ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le fameux « rien pour nous sans nous ». Les crises sanitaires, comme celles qu'on a vues avant, elles nous ont appris que ce qui est fait sans nous, pour nous, il y a de grandes chances que ça ne réponde pas forcément à nos besoins, peu importe les compétences bienveillantes des gens. Et que l'enjeu, c'est que si on n'aménage pas d'espace politique dans le système de santé, etc., pour accueillir
la diversité ou les tensions que ce système va avoir généré, que cette crise va avoir généré, qu'est-ce que ça va générer chez les gens? Soit de la violence, c'est-à-dire les gens n'arrivent plus à vivre avec cette tension qu'ils ont vécue et ils vont devoir la décharger sous une forme de violence, ou de l'apathie, c'est-à-dire une forme un abandon total de la lutte parce qu'on n'y arrivera jamais. Et donc, de ce fait-là, le simple fait, en ce moment, enfin, pas en ce moment, c'est surtout ces derniers mois, ça a tant soit peu changé, on n'est plus dans un contexte de gestion d'urgence, mais le simple fait de ne pas laisser la place nécessairement politiquement à l'expression de cette tension va générer soit de la violence qui va se sédimenter et va s'exprimer à un autre moment, une autre crise sociale qui s'en vient, soit va renforcer l'apathie que déjà de nombreux citoyens ont, donc on nuit fondamentalement à la démocratie. Parce que de ce fait-là, on ne crée plus cette condition-là. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une extension disproportionnée de l'état d'urgence sanitaire. À la fois, on peut comprendre que c'est normal, voire compréhensible, de ne pas impliquer l'ensemble des citoyens et des citoyennes dans les premiers jours ou les premières semaines de sidération face à une telle situation qu'on ne connaissait pas. C'est une situation d'urgence, c'est donc tout à fait légitime, même si ça se questionne, mais ça peut être légitime. Pourtant, il y a des choses qui ont duré dans le temps, et c'est à ça qu'on doit s'attacher. C'est-à-dire comment ça se fait qu'après, on est resté dans des configurations qui finalement ne se justifiaient plus du fait du contexte. Je donne des exemples concrets. Par exemple, la mise à l'écart du Parlement. On a donc nos représentants en tant que citoyens et citoyennes et usagers du système de santé qui ont été totalement mis à l'écart de la prise de décision collective, notamment pour des décisions majeures comme l'endettement national, les restrictions des libertés individuelles et collectives. Autre exemple dans le système de santé, on a eu moins de 20% des tenues de commissions des usagers et de conseils de vie sociale dans les 6 premiers mois. Pardon. Ensuite, si on prend les 2 ans au complet, on est sur 47% des commissions des usagers et des conseils de vie sociale. Alors que c'est une obligation légale. Hein. Je ne parle même pas de... On pourrait se poser la question de, en plus, en période de crise, il est peut-être tout à fait légitime et justifiable d'ajouter des instances de gouvernance et de décision. Mais même celles qui sont prévues habituellement pour le fonctionnement opérationnel quotidien, celles-ci n'ont pas tenu. Je le dis dans les mots de Laurent Chambaud, qui a écrit un livre. Laurent Chambaud, c'est le président de l'École des hautes études en santé publique. Donc là, je ne vous cite pas un anarchiste de gauche, là. Je vous cite le président de l'École des hautes études en santé publique. Je vous lis ces mots dans son dernier livre. Les instances de la démocratie en santé ont été totalement ignorées par les pouvoirs publics. Par exemple, la décision de créer un collectif citoyen sur la vaccination et qui n'a aucun lien avec l'ensemble de ces instances de démocratie sanitaire. De la même manière, le Haut Conseil de la santé publique, qui existe pourtant depuis plus de 30 ans, au début de la crise, le président de la République décide de créer un comité scientifique ex nihilo. Pas un seul membre du Haut Conseil en santé publique n'en fait partie. Il a fallu un décret pour rectifier le tir suite à de l'influence interne pour le faire advenir. On constate que l'inflation des structures spécifiques mises en place par le gouvernement, dont l'objectif semble surtout de marquer la volonté d'agir et la capacité de maîtriser la situation, nous amène à nous demander si la gestion d'une crise relève uniquement de l'État ou si elle devrait faire, comme je le pense, l'affaire de la société dans son ensemble. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même au sein des institutions, on commence à avoir des discours qui nomment précisément, publiquement, le fait que, 1, les instances prévues pour la gouvernance du système de santé où les citoyens sont présents n'ont pas été tenues, alors qu'elles sont légalement obligatoires. Est-ce qu'il y a des procès qui vont être tenus pour ça ou pas? Il y a des représentants des usagers et des personnes qui se demandent si elles devraient porter plainte ou pas contre le gouvernement pour le fait de ne pas avoir tenu ces instances obligatoires. Deuxièmement, du fait que c'était une crise exceptionnelle, est-ce qu'on n'aurait pas dû, dire autrement, n'aurait-on dû pas augmenter et diversifier les espaces de démocratie en santé? C'est-à-dire, au-delà de respecter ceux qui existaient déjà avant, en plus, est-ce qu'on n'aurait pas dû en créer d'autres avec d'autres modalités, d'autres personnes, d'autres façons de fonctionner, etc. Donc moi, je nous appelle plutôt à réserver ces modes de gouvernement exceptionnels à de réelles situations d'urgence, comme par exemple celle vécue dans les premières semaines de la syndémie de Covid. Parce que si on continue comme ça, sans modération et en sachant qu'on va vivre de nombreuses autres syndémies, on va en fait poursuivre l'érosion légitime de la confiance des citoyens et des citoyennes envers leurs représentants du gouvernement et à force de trop crier au loup, on pourrait contribuer à installer les conditions d'une crise sanitaire bien plus importante lors des prochaines situations qui seront réellement d'urgence sanitaire. Parce qu'on n'aura plus aucune légitimité d'action et d'autorité sur les citoyens.
La même pareil pour les parents, on pourrait faire le parallèle avec des parents. Si on crie pour de tout et rien avec ses enfants ou avec ses ados, effectivement, on ne fait plus de différence entre les comportements inadéquats mais qui ne sont pas très graves et ceux qui sont vraiment problématiques pour nos enfants. De la même manière, donc, la mesure à laquelle on agit est une des vertus de la politique et qui permet de garder notre légitimité en tant qu'acteur. Troisième constat, assez rapide celui-ci, une démocratie n'est saine que si elle entretient, elle valorise et elle nourrit une conflictualité déjà saine et constructive. Donc, je fais souvent le parallèle pour ceux qui me connaissent avec les relations de couple. Si quelqu'un vient vous voir et me dit « ça fait 20 ans qu'on est en couple et je peux te dire avec ma femme, on ne s'est jamais engueulé », en général, ce n'est pas bon signe. La majorité des relations saines passent par une explicitation des différences, des divergences, une mise en débat de celle-ci, une mise en délibération en tout cas, ce n'est pas en débat, pour expliciter nos différences. Et de la même manière, une démocratie, ce n'est pas un endroit où on est en consensus, où on est tous d'accord, c'est un endroit où les institutions ont conscience qu'elles serviront l'intérêt général du mieux qu'elles peuvent, si et seulement si elles travaillent activement à nourrir et à favoriser l'expression de cette diversité des conceptions de la santé et de la façon de réagir aux situations de santé. Alors que dans notre contexte de crise sanitaire, je l'ai écrit de cette manière-là, la psychologisation et la moralisation des idées ou des personnes qui n'étaient pas en accord avec les décisions gouvernementales a profondément nui à la démocratie en santé. Parce que les personnes n'osaient plus exprimer certains avis ou certaines positions, alors qu'elles les pensaient et qu'elles agissaient pour leur santé ou pour celle de leurs proches en cohérence avec ces idées-là. Et donc, on a tout intérêt en démocratie à entendre ces idées-là, qui sont performatives au quotidien. C'est-à-dire qu'elles ont un impact concret sur leurs proches ou sur elles-mêmes. Et donc, on ne peut pas se dire que les personnes qui ne sont pas d'accord avec ces décisions-là sont juste des personnes qui n'ont pas vu la lumière, parce qu'elles ne seraient pas assez rationnelles, ou qu'elles seraient déterminées par d'autres motifs, ou des personnes qui n'ont pas les capacités à comprendre, et donc heureusement qu'on est là pour prendre des décisions pour elles. Donc, une grande partie de la communication dont on a fait l'expérience pendant la crise sanitaire, elle ne contribuait pas à notre incapacitation, à notre développement de notre compétence à prendre soin de nous et à prendre soin de nos proches et à nous faire une idée adéquate d'une décision de santé qui fait sens pour nous. Et donc, je finalisais la phrase que j'utilisais pour clôturer ce point-là, c'était « Tout citoyen a le droit et devrait être encouragé à expliciter et mettre en dialogue sa conception de la vie désirable, même si celle-ci ne correspond pas à la nôtre ou nous déstabilise. » Alors que la plupart du temps, quand on sait que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous, on est tellement peu de démocrates dans l'âme, en fait, il faut qu'on se le dise, en fait. On est là ensemble, on va se le dire. On est tellement peu démocrates, la plupart d'entre nous, que justement, quand il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment d'accord avec nous, etc., sur des choses importantes, on a tendance à ne pas aborder la discussion, plutôt que d'essayer de rentrer dedans et de le faire de manière suffisamment constructive, explicite, et avec une certaine attention, et à considérer l'autre comme un membre de notre communauté de destin avec qui il faut trouver un équilibre et un compromis, parce qu'il fait partie de notre communauté. En fait, la plupart d'entre nous faisons l'économie quotidienne de ce dialogue nécessaire pour des relations saines ou une démocratie saine. Et donc, c'est un de nos premiers voies de travail, en tout cas, une de nos premières voies de travail, c'est celle-ci. Le dernier élément sur la crise sanitaire, et après je finirai avec la conclusion, c'est le quatrième constat, la subordination de la qualité de vie à la vie comme un absolu. C'est-à-dire que la situation, elle a révélé que nous sommes profondément angoissés par la mort et que la perspective de la mort nous amène à prendre des décisions parfois irrationnelles et à réagir, c'est ce que j'appelle moi s'agiter plutôt que d'agir, et que de ce fait-là, ce rapport angoissé à la mort, qui n'est pas courant dans toutes les sociétés, il y a des sociétés qui ont un rapport beaucoup plus apaisé avec la mort et qui l'intègrent dans le sens de leur vie, et qui fait que cette angoisse-là nous a amené à canaliser notre attention et nos ressources sur le maintien de la vie de manière absolue, c'est-à-dire surtout pas de mort. L'important, c'est surtout pas de mort. Par contre, la qualité de vie des étudiants dans leurs 8 mètres carrés dans les universités, pourtant la santé mentale de plein d'autres personnes isolées, pourtant la perte de chance de plusieurs personnes suivies en cancérologie ou en diabète pour des parcours de vie avec le diabète, etc., n'avaient pas du tout le même poids dans la discussion. C'est-à-dire qu'on a eu de grandes difficultés à faire reconnaître la légitimité de défendre pour sa santé le maintien d'une certaine conception de la vie, d'une certaine qualité de vie. La vie en tant que telle, maintenir la vie,
quelqu'un qui respire et dont le fonctionnement biologique perdure, a pris une priorité par rapport à la qualité de vie qui, selon moi, en tout cas, là c'est un point de vue personnel, a été dommageable. Et donc la question c'est, est-ce qu'on peut continuer à agir et penser une vie collective qui subordonnerait les possibilités de la vie commune, une vie qui serait, je sais pas, solidaire et joyeuse par exemple, soyons fous, à ce qu'autorise une vie qui serait sanitairement sécuritaire et proche du risque zéro? Est-ce que le risque est la valeur qui doit déterminer nos choix éthiques et politiques de manière absolue? Ça ne veut pas dire qu'elle ne doit pas faire partie de l'équation, mais à quel point elle doit subordonner toutes les autres. Nombreux sont ceux, par exemple, aujourd'hui, qui affirment qu'être en relation requiert un rapport raisonné et raisonnable, mais surtout démocratiquement établi, du rapport au risque, à la vie et à la mort que nous souhaitons dans nos vies à toutes et à tous. C'est-à-dire que décider ça, que la vie peut subordonner la qualité de vie de manière absolue, on n'a jamais débattu sur le sujet, je n'ai jamais vu ça dans le programme d'aucune des personnes qu'on a élues au gouvernement ou dans nos députés ou dans nos représentants. C'est-à-dire que ce point de vue-là est un point de vue qui, du point de vue démocratique, n'est pas établi. De ce fait-là, prendre des décisions collectives majeures, en tout cas ayant des impacts majeurs, à partir de valeurs et de principes qui n'ont pas été délibérés collectivement et pour lesquels on n'a pas non plus élu nos représentants sur cette base-là, comporte un enjeu démocratique assez fondamental. Et que de ce fait-là, je pourrais le dire de cette manière-là, je cherche juste la phrase que j'avais utilisée là-dessus, et que oui, je la trouve ici. Est-ce que pour survivre physiquement, biologiquement à un virus, sommes-nous prêts à voir disparaître ou se dégrader significativement les conditions politiques, culturelles et sociales qui garantissent une vie humainement désirable? Je vais le dire autrement, est-ce que toute vie, peu importe les conditions de celle-ci, est-elle désirable à vivre? Parce que fondamentalement, c'est à ça que ça répond la question. Si toute vie, peu importe les conditions dans lesquelles elle vit, est en soi désirable et doit être maintenue à tout prix, la politique dont on a fait l'expérience est tout à fait cohérente. La différence, c'est que quand on pose cette question-là, la majorité des acteurs, aux citoyens, en fait, plus généralement à qui je discute, ce n'est pas quelque chose qui fait nécessairement consensus. Comment on fait en tant que citoyen ou acteur du système de santé si on veut, quatrième partie, renforcer la vie démocratique, le temps, l'énergie et les compétences avec lesquelles on investit les espaces démocratiques de l'écosystème de santé? Alors, premièrement, le fil conducteur un petit peu de la présentation, il peut être discuté parce que on dit où en est la démocratie en santé, voulant un peu dire des fois implicitement, si on n'est pas rendu là, c'est-à-dire qu'on en est loin, si la réponse, ça serait on en est où? Ben, on en est loin. La réponse ou la question après, ce n'est pas forcément comment on y va. Des gens pourraient dire, moi, le système républicain appliqué au système de santé, c'est-à-dire la représentation indirecte, me paraît tout à fait souhaitable parce que les gens sont effectivement irrationnels, chaotiques et ne savent pas ce qu'ils veulent. Vaut mieux des gens qui connaissent leurs intérêts et qui les défendent. Si c'est le cas, il n'y a pas besoin de cheminer beaucoup plus. Il faudrait quand même cheminer un peu plus parce que ce qu'on a vu pendant la crise, ce n'était pas non plus un respect de la République en termes de santé. C'est-à-dire, on n'a pas respecté la prise, on n'a pas respecté la place des représentants des citoyens, des députés, des sénateurs, comme on n'a pas respecté la place des représentants des usagers. Donc, où on en est dans la démocratie en santé, la crise sanitaire a révélé que même si on a une conception républicaine de la démocratie, nous ne sommes même pas à ce point-là. En période de crise, on ne respecte la prise de décision collective ne repose même pas sur nos représentants du peuple, mais représente, je vais utiliser un gros mot des fois, mais sur une oligarchie, c'est-à-dire un cercle restreint de personnes qui ne sont pas, pour la plupart, nécessairement des gens directement élus. Tous les membres des cabinets des ministres ne sont pas des gens élus. Donc il y a des ministres qui sont élus, il y a un président qui est élu, mais la majorité des gens qui font fonctionner et prennent des décisions et écrivent des lois dans les cabinets des ministres ne sont pas des personnes élues. Donc ce n'est pas des gens qui portent une légitimité ou une légitimité collective et politique. Donc, où en est la démocratie en santé? Elle n'est même pas au point républicain, qui n'a pas été respectée.
Elle est encore moins au point de vue de la démocratie en santé au sens de démocratie directe. Mais je laisse ici la question que définir où on est sur le continuum, c'est une question collective. Donc, la démocratie directe n'est pas nécessairement, de manière absolue, l'horizon désirable. Vous avez compris, je pense, du fait que je m'intéresse au sujet et de la manière dont je le traite, que je considère que c'est un horizon que je considère désirable, mais ce n'est pas nécessairement l'avis de tout le monde. Et donc, la démocratie, c'est justement le fait de choisir où est-ce qu'on veut se placer sur le curseur et d'agir en conséquence par rapport à notre positionnement sur ce curseur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire collectivement déjà? Ce qu'on peut faire, c'est renforcer déjà notre capacité à nommer précisément et à affecter de manière plus efficace les esprits et les corps qui vont se mouvoir au quotidien de manière coordonnée, j'espère, pour justement lutter contre ces hégémonies, ces systèmes d'idées relativement dominants. Être capable de dire on n'est pas en démocratie, mais on est en république, être capable de nommer des gros mots qui aujourd'hui sont plus entendables dans une discussion professionnelle et même en citoyen, mais vous nommez le mot capitalisme, c'est fini dans la discussion, on va vous prendre pour quelqu'un de radical, etc., alors que c'est une catégorie analytique. Ça veut juste dire propriété privée des moyens de production. Point barre. Communisme, ça veut dire propriété collective des moyens de production. C'est tout. L'investir et dire le communisme, c'est le goulag, le capitalisme, c'est Bernard Arnault. Ok, ça, c'est des associations de sens commun. Mais c'est problématique. Il faut savoir nous réapproprier les mots comme capacité analytique et être capable de nommer les réalités pour pouvoir davantage agir sur elles. Comme on le disait tout à l'heure avec Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde. Effectivement, ne pas utiliser les bons mots pour caractériser ce dont on fait l'expérience au quotidien, c'est diminuer notre capacité, notre pouvoir d'agir sur ces mots-là. M-O-M-A-U-X. Deuxième chose à faire, arrêtons d'investir notre espoir et notre confiance dans des individus vertueux ou providentiels. Dites-nous, alors moi c'est le postulat que je pose au quotidien dans ma manière d'agir, je ne fais confiance à aucun individu, même pas à moi-même. Peu importe si les gens sont compétents, bien intentionnés, empathiques, quoi que ce soit, le seul garde-fou à l'intérêt général et collectif, c'est le collectif. Donc le seul moyen, ce n'est pas d'élire des représentants qui seraient plus compétents, mieux formés, moralement plus adéquats, c'est d'avoir une imputabilité constante, une tension constante par la participation directe de la société à ramener la personne à sa responsabilité et à s'assurer qu'elle a donc une boucle de rétroaction. Ce n'est pas venir l'évaluer, lui dire si elle fait bien ou elle ne fait pas bien, mais c'est être capable de travailler en coopération avec elle pour qu'elle ait les moyens de savoir comment ajuster son action pour mieux répondre aux besoins des autres. Troisièmement, faire avancer la reconnaissance et la valorisation de l'engagement politique citoyen quotidien. Tant qu'on n'a pas de temps, moi je veux dire, j'ai appelé mon site personnel, donc citoyen à temps plein, et je me rends compte que pour la partie très formelle du travail politique, je suis obligé de le faire sur mon temps libre, sur les temps à côté des autres obligations professionnelles et familiales, et que de ce fait-là, tant qu'on considérera que c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, qu'on ne laisse pas de l'espace et qu'on n'aide pas les gens à s'impliquer au quotidien, on ne peut que maintenir la division sociale du travail politique. Exemple de choses qui se font, à l'université, est en train d'émerger, dans plusieurs en tout cas, si je prends Rennes, une unité d'enseignement qui s'appelle une UE d'engagement. C'est-à-dire que tous les étudiants qui veulent s'engager sur plusieurs terrains politiques peuvent le faire, même à l'extérieur de l'université, en fait, dans la vie citoyenne, associative. Et en fait, ils ont 3 crédits universitaires, comme l'équivalent d'un cours, qui est validé pour cet engagement politique-là, au sens général, pas être forcément le représentant étudiant du syndicat du coin. Ça peut être s'engager à l'extérieur de l'université. Donc juste ça, c'est une illustration de comment les institutions publiques peuvent commencer à valoriser et reconnaître et donner plus d'espace à ce que le citoyen dans son institution, comme l'étudiant, peut donner comme temps au quotidien pour de l'engagement politique. Pas partisan, mais un engagement politique général, enfin plus communautaire. À l'échelle individuelle, ce qui est intéressant, c'est qu'à temps zéro, là, tout de suite, maintenant, à quelques minutes après qu'on se soit quitté, il peut déjà y avoir des choses qu'on peut faire. Il n'y a pas besoin de uniquement lutter contre le capitalisme. Ça, c'est des grands combats qui font peur, ou lutter contre l'accélération du temps. C'est des combats où on se dit, mais je suis impuissant et donc je ne fais rien dessus. Par contre, il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, dès maintenant.
on peut s'engager dans des expériences très locales de notre souveraineté, que ce soit la vie associative locale, la vie politique locale, au travail avec ses collègues. Et l'important, c'est de dire comment s'engager dans des projets coopératifs qui vont être justement l'occasion de faire des expériences, des effets cliquetis, qui vont faire en sorte qu'après, on va se rendre compte rapidement des moments où on n'est pas dans cette dynamique collective et on sent qu'il y a une subordination des intérêts par rapport à ceux des autres. Et d'ailleurs, je prends cet exemple-là, la majorité des représentants des usagers, des patients partenaires que je connais, ont en général un radar assez fin sur quand ils savent qu'ils sont en train de se faire instrumentaliser ou pas, parce que justement, ils ont vécu de manière significative de la vie associative collective dans laquelle ils sentaient qu'il y avait de l'horizontalité ou de la verticalité, mais qui s'exerçait en mode complémentaire, c'est-à-dire chacun avait sa zone d'expression de ses compétences. Donc, je leur dis de manière plus simple peut-être, on peut déjà essayer de consacrer dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, du temps formalisé dans lequel on augmente la probabilité de vivre des expériences collectives où on sent qu'il y a une imputabilité partagée, où on a tous une imputabilité commune. Parce qu'en vivant ces expériences-là, ce que j'observe chez les gens, c'est qu'après, la joie profonde et le sens profond dont ils font l'expérience dans ces moments collectifs font en sorte qu'après, quand ils arrivent dans d'autres endroits, par exemple au travail, où il n'y a plus du tout, où ils sentent totalement qu'il n'y a pas du tout cette reconnaissance d'un travail et d'une coopération collective, tout de suite, ils vont y être beaucoup plus sensibles, ça va créer une tension qu'ils vont ne plus avoir le choix de traiter. Alors que quand on n'a pas fait significativement l'expérience de ces expériences collectives saines, constructives et joyeuses, on a moins de choses qui nous portent à vouloir les pousser. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Bon, là, je pense que pour certains d'entre vous qui travaillez sur la psychothérapie, la psychanalyse et la psychologie en général, vous me comprendrez bien. Le fondement du manque de confiance des institutions, en tout cas le discours, envers le peuple et les citoyens de manière générale, donc ce qui favorise la démocratie, c'est le fait que les citoyens, et donc les patients, seraient des êtres irrationnels déterminés essentiellement par leurs affects. Donc, comment on peut travailler chacun de nous toutes et tous, justement, à développer ces déterminations affectives, ce rapport au monde qui nous permet d'être plus à l'aise dans l'incertitude, d'être moins déterminé par notre rapport à la mort, ce qui nous amène, quand on est déterminé par la peur de la mort, à faire des actions beaucoup plus irrationnelles, beaucoup plus compulsives, de vouloir, par exemple, prendre un risque zéro quand on a tellement peur de la mort que la moindre maladie, le moindre risque devient tellement préoccupant et anxiogène qu'on fait tout ce qu'il faut en termes de contrôle pour être capable de rétablir une zone de sécurité où on éloigne la mort. Il y a de nombreuses sociétés où, par exemple, la présence d'un certain rapport à la mort, dont moi qui fais de la théologie, donc dans certaines, par exemple, religions, enfin spiritualité plus largement, on retrouve un rapport à la mort qui fait en sorte qu'on est tellement beaucoup plus serein par rapport à celle-ci, qu'on a moins de comportements inadéquats quand la perspective de la mort ou des risques de santé apparaît. On n'est pas obligé de passer par la religion, la spiritualité. Mais force est de constater que dans certaines cultures et certaines communautés, cette sérénité apportée par le fait que la mort est intégrée dans notre sens de la vie, on passe moins notre temps à essayer de lutter à tout prix à ce que la mort puisse se manifester ou que la maladie puisse se manifester. On peut aussi lutter contre ce qui nous amène individuellement à avoir peu de libre arbitre et qui, de ce fait-là, nous amène à être dans une position relativement passive par rapport à la manière dont les institutions s'occupent de nous. Je prendrai le cas, par exemple, des GAFAM, donc de toutes les entreprises qui contribuent au développement technologique et qui produit ce qu'on appelle une forme de stimulation concurrentielle. C'est-à-dire que c'est tellement difficile déjà de prendre le temps de penser à soi, ce qu'on souhaite comme vie désirable, ce qu'on voudrait essayer de faire émerger dans la collectivité, dans notre communauté pour que la vie soit désirable, si on passe notre temps à être stimulé par des applications ou des interactions ou des interfaces technologiques qui génèrent une intensité expérientielle que la vie sociale réelle n'est pas capable de concurrencer. Que la vie de couple, que la vie citoyenne, que la vie au travail est incapable de concurrencer en termes d'intensité expérientielle, en termes de production d'hormones, de plaisir et de sens qu'on peut avoir à l'intérieur du corps. Donc, on peut parler autant qu'on veut de la démocratie et mettre en place les conditions parfaites en termes d'organisation politique. Si de l'autre côté, nos technologies qu'on porte sur nous au quotidien nous empêchent de consacrer de l'attention,
du temps à nous-mêmes, à nos proches et à notre commun, ces efforts-là ne serviront à pas grand-chose. Donc déjà, dès demain, nous, on peut tous agir sur l'effet d'absorption de la sphère politique, c'est-à-dire ça nous enlève de la sphère politique, ça nous enlève une partie de nos compétences et de notre attention qu'on peut consacrer à ça, du fait d'être absorbé par ces logiques d'accélération et d'intensification de l'expérience que la vie sociale a du mal, peine à nous donner si on n'investit pas pleinement dans le sens politique. Donc je vais terminer là-dessus. Où en est la démocratie en santé? Je le répète pour faire la conclusion. Premièrement, nous sommes dans une république. Le système de santé ou l'écosystème de santé n'a pas reproduit une logique démocratique de la gestion du système de santé, mais une logique républicaine, où ce sont les représentants qui portent nos intérêts. On en observe les limites, comme on en a observé les limites dans la sphère politique. Émergent de nouvelles figures, comme les patients partenaires, mais on a tendance à les investir de manière messianique comme étant la solution à tous les problèmes. Raison pour laquelle aujourd'hui, notre point de vigilance, c'est comment on réinvestit plutôt adéquatement la représentation des usagers pour la faire dans de bonnes conditions et comment on fait en sorte que la participation sociale directe dans le système de santé soit plutôt une mise en tension continue qui nous permette de manière collective de faire un travail complémentaire d'acteurs de la démocratie en santé. Et enfin, la crise sanitaire nous a démontré que notre culture, en tout cas un des fondements de notre culture actuelle, fait en sorte qu'on pourrait avoir tendance aisément à laisser passer une conception de la vie absolue par rapport à la qualité de vie, et que de ce fait-là, plusieurs de nos déterminations psychologiques, comme le rapport à la mort, comme le rapport à l'incertitude, comme nos déterminations par d'autres structures comme les technologies, nous amènent à une forme de pauvreté dans le temps et la qualité de la conception de la vie bonne que l'on formule au quotidien et donc que l'on exprime assez peu dans l'espace démocratique. Donc même si demain on nous ouvrait entièrement les écoutilles en nous disant « exprimez-vous, qu'est-ce que vous voulez pour la santé ?», la plupart des individus aujourd'hui n'ont pas de conception explicite qu'ils auraient à mettre au milieu de la table, parce que comme on ne nous investisse pas comme des acteurs politiques et qu'on s'en est, nous, débarrassés, on pense que c'est une figure qui ne nous appartient pas, on ne fait pas ce travail au quotidien de penser ce qu'on désire comme vie au quotidien, ce que l'on désire comme système pour prendre soin de nous, comme condition pour prendre soin de nous, et donc on l'exprime assez peu ou de manière assez inadéquate quand on nous demande de la manière dont c'est. Donc, développons dès demain notre pouvoir d'agir sur notre santé, celle de nos proches et les conditions qui déterminent notre santé, notamment en nommant plus adéquatement les choses, en limitant nos déterminations extérieures et en étant vigilants de manière constante à ce que la représentation de nos intérêts peut nous apporter en termes de joie et de sens au quotidien. Merci. Eh bien, merci à toi, Alexandre. Vraiment, merci. Quel panorama, hein. C'est vraiment une analyse et puis avec une vision très, très pratique des choses. On peut faire quelque chose, on peut agir. Tu nous dis que c'est tout de suite faisable et tu as pris la peine de donner des exemples. Je vois qu'il y a déjà une main qui se lève, donc je vais demander, c'était Laura Arnal, je crois. Laura Arnal, vous pouvez prendre la parole. Je disais juste merci, en fait. D'accord. Ça m'a ouvert beaucoup de réflexions. Merci, Alexandre. Alors, on a une question. Et juste un mot sur l'égalité. C'était excessivement intéressant que tu parles d'égalité oui. dans la République et la démocratie. Ce mot. Merci pour cette ouverture. Comment l'on présente aux équipes de soins la représentation des usagers comme quelque chose de bénéfique pour eux, pose comme question Corinne. Alors, la manière dont on le fait jusqu'à présent, c'est justement ce que j'essayais d'esquisser tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, les professionnels de santé, la plupart d'entre eux en tout cas, questionnent ou en tout cas sont plus satisfaits de la manière dont est organisé le système de santé et qui ne leur permet pas de pratiquer dans les conditions où ils le souhaiteraient. En tout cas, si moi je me fie aux professionnels avec qui je travaille au quotidien dans les différents hôpitaux ou maisons de santé pluriprofessionnelles, ils ne sont pas satisfaits de la manière où ils exercent. Ils se rendent compte que ça ne leur permet pas de pratiquer de la manière dont ils désirent soigner ou accompagner les personnes dans le soin. Et que de ce fait-là,
le discours, alors là, je vais être au niveau purement hospitalier, hein, on va prendre un cas très concret. La plupart des soignants vont dire aujourd'hui, l'hôpital est dirigé par les directeurs d'hôpitaux, par des gens qui ne sont pas des soignants et qui, de ce fait-là, n'ont pas forcément ni des intérêts, ni une compréhension qui est alignée avec l'intérêt du soin. Raison pour laquelle, quand on leur parle d'intégration de l'expérience patient, quand on leur parle d'intégration dans l'expérience en tant que telle, et qu'on dit que le but, ce n'est pas juste l'intégration de l'expérience patient, mais l'intégration de l'expérience du soin, donc qui intègre autant le soignant que la personne qui est soignée ou qui est accompagnée en soin. En général, ça fait sens pour eux parce que ça leur permet, c'est un vecteur, c'est un allié de réintégration du sens du soin et de vecteur du soin. Donc, je donne un exemple simple. La plupart du temps aujourd'hui, quand on veut faire de l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, on fait des questionnaires d'expérience patient. Les patients remplissent ces questionnaires-là, c'est accumulé, agrégé à la HAS, à la Haute Autorité de Santé, et la HAS renvoie au cadre supérieur du service les données accumulées des questionnaires d'expérience patient. Et donc actuellement, l'information, elle est prise en compte et ajustée que par des fonctions de direction de personnes qui la plupart du temps sont plus en soins. Et donc, viennent chercher dans l'expérience patient ce qui les intéresse, sans que ce soit machiavélique, encore une fois, hein, mais ce qui fait sens pour eux, on va le dire de manière plus indirecte. Et de ce fait-là, quand on a mis des pratiques en place aux HCL pour essayer de contrer ça, on a dit, est-ce qu'on pourrait réunir dans le service l'ensemble des soignants, plusieurs patients partenaires qui sont concernés par le service d'oncologie, et discuter ensemble les retours d'expérience des patients. Plutôt que de traiter ça tout seul, je suis 4 sub de santé, je reçois un fichier de la HAS, j'ai 1800 retours des questionnaires d'expérience patient, je passe à travers le verbatim, et là je me dis, tiens, ce point-là il est intéressant, tiens, ce point-là il est intéressant, tiens, ce point-là il est intéressant, ça on va faire quelque chose. Ça, c'est la logique représentant. De l'autre bord, là on dit, est-ce qu'on peut réunir des représentants d'usagers, des patients partenaires, des soignants du service, discuter des retours d'expérience patient ensemble, identifier ensemble quels sont les enjeux qui sont les plus problématiques, et identifier ensemble quelles sont les solutions qu'on veut mettre en place dans le service. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les cliniciens qui étaient avec nous, qui sont avec nous à chaque fois dans ces rencontres, ils voient tout à fait comment ces espaces-là leur permettent de réintroduire leurs intérêts dans la prise de décision de l'organisation des soins. Parce que là, ils sont sur place, ce n'est pas juste le cadre sub qui prend la décision pour tout le service. Ils sont là, ils discutent et ils interprètent et ils complètent l'expérience des patients avec l'expérience qu'ils ont en tant que soignants dans le service, et on prend les décisions ensemble. Donc, la plupart du temps, on peut vendre, parce que c'est le terme que je pense, non, c'est pas comment l'on présente, pardon, mais souvent j'entends le terme vendre, comment on vend aux équipes le fait que c'est pertinent les représentants des usagers. En fait, ce n'est pas les représentants d'ailleurs, et vous l'avez bien formulé, mais j'ai repris la formulation plus classique. La plupart du temps, on dit, est-ce que c'est pertinent les représentants des usagers ? Un représentant d'usagers, ce n'est pas pertinent de manière intrinsèque. Par contre, la représentation des usagers, l'action de représentation des usagers est pertinente pour les soignants. C'est-à-dire des gens qui vont aller interroger des usagers pour savoir quelle est l'expérience qu'ils en font, comment ça se passe, etc. Et d'amener ces expériences-là, ces enjeux et ces intérêts pour la prise de décision organisationnelle, ça va converger toujours. Enfin, en tout cas, ça aide à converger davantage vers les intérêts du soin, des patients comme des soignants. Donc, l'enjeu qu'on a actuellement, principal, c'est que les conditions n'étant pas réunies pour faire correctement de la représentation des usagers, on ne se retrouve pas forcément avec tous les publics les plus adéquats pour cela. On a des gens qui sont forcément déjà à la retraite, parce qu'il faut avoir du temps bénévole significatif à donner, et la vie actuelle, comment c'est organisé, ne nous permet pas de faire ça quand on a 25 ans, 30 ans, 35 ans, en tout cas c'est plus compliqué. Ou alors justement on ne sera pas très investi. Et deuxièmement, on n'accompagne non plus pas très bien les représentants d'usagers à faire le travail de représentation des usagers. Il y a des représentants d'usagers qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais ah bon, on a le droit d'aller dans les services ? Nous, on nous a dit qu'on n'avait pas le droit. » Donc déjà, il y a eu un espèce de message implicite qu'on leur a fait comprendre qui était « Allez pas dans les services ». Donc, faire le travail de représentant d'usagers quand on ne rencontre pas des usagers, c'est un peu… en même temps, on a des députés qui font leur travail de député sans rencontrer beaucoup de citoyens. Mais c'est pas si rare, en fait. Mais là, les conditions ne sont pas réunies. Donc, quand on donne les conditions adéquates pour faire de la représentation des usagers, ça augmente la probabilité d'intégrer les intérêts et les besoins des soignants. Et là, il y a plein de projets là-dessus
si ça vous intéresse, Corinne. N'hésitez pas à m'écrire, on peut en jaser. Oui, ça m'intéresse d'autant plus parce que moi, je me rappelle avoir été, je suis patiente en santé mentale et puis usagère en santé mentale et addicte aussi, maintenant rétablie. Et j'accompagne les gens, mais je me rappelle d'avoir été au XAPA des années, peut-être 19 ans. Et tout d'un coup, il y a la représentation des usagers. On nous a sorti ça parce que je m'investissais, parce que j'accompagnais déjà mes autres, ceux qui sont comme moi, mes collègues, ceux qui ont mal. Et moi, j'avais peut-être une force supplémentaire, j'en sais rien de tout ça en fait. Mais je trouve ça tellement aberrant, un peu comme tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que vous parlez de démocratie. C'est ça qui me convient et qui souvent me chagrine. C'est que en fin de compte, mais zéro nada entre effectivement des gens qui vont avoir une sensibilité parce qu'ils sont là, parce qu'il y a un autre dans la famille ou un cousin, un machin, qui a des soucis et ils sont arrivés au XAPA parce que, voilà, là, on va toucher quelqu'un. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur l'humanité. C'est que normalement, moi, j'aime pas parler de moi, mais parce que je suis en santé mentale et je sais ça, le pouvoir des mots. Je déteste quand on emploie un mot sur un autre. C'est parce que c'est ma santé mentale aussi. C'est que j'aime bien qu'on définisse les mots. C'est tellement important. Et je me bats pas contre ça parce que maintenant j'ai 56 ans et que j'ai intégré une équipe. Là, il n'y a pas un mois, chez Soi d'abord, qui est formidable avec des gens que je connaissais un peu en réseau parce que je me suis investie. Le Pôle emploi m'a dit, oh là là, mais arrêtez de faire du bénévolat. Non, mais si vous saviez le nombre de choses qu'on m'a sorties, alors la démocratie, bien sûr que je l'aime à force de force, mais seulement il faut être super fort, quoi. Et super fort. Et quand je vous dis l'équipe du XAPA qui m'a aidé, qui m'a sorti, notamment des gens, voilà, des EduxP qui ont compris que j'étais dans l'action, dans le rétablissement, dans le pouvoir d'agir, mais il y en a plein comme ça qui ne n'aiment pas de ma manière parce que moi je suis pétante parfois et des fois tellement chiante, mais le pouvoir de l'usager, voilà, il y a encore plein de gens qui comprennent rien à ça et il y a plein de gens que j'aimerais aussi dire au XAPA, mais ouais, vas-y, on est là, mais c'était des petites réunions où il y avait la psy qui nous disait, ah oui, vous avez un pouvoir, hein, mais c'était pas compris, c'était pas intégré par eux déjà. Donc, j'ai de la chance d'avoir une sœur formidable qui est aussi dans la formation et qui est là pour dire on a des capacités, machin, mais sans elle, sans cette force aussi, cette colonne vertébrale d'elle, franchement, on n'est rien. Et donc, j'aimerais pouvoir investir plus. Je tombe sur une super équipe là depuis un mois avec un chez soi d'abord, où vraiment je vais mettre en œuvre tout ce que je sais et tout ce que j'ai appris, mais seulement, c'est encore très, très difficile, cette démocratie en santé, comme la démocratie tout court, hein. Là, je sais, j'ai reçu les trucs pour voter, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Mais voilà. Mais vraiment, je voudrais dire que, effectivement, l'humanité, ne pas penser de ce qu'on dit des autres, mais penser pour les autres et puis se réfléchir, quoi. Et c'est ça et tout ce que vous dites, au départ, j'ai eu du mal, là. Je vous ai pris parce que je suis LinkedIn avec vous et je fais, oh putain, il est là, lui. Ah, papa, je me mets, j'ai même mis un message, hop, allez-y, vous connectez. On n'est pas beaucoup, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, mais ça me fait un peu chier quand même. Voilà, je vous le dis. Ça me fait chier parce que vraiment, vous avez un pouvoir de parole que je n'ai pas, que j'aurai jamais. J'ai pas fait des grandes études parce que, enfin voilà, je suis borderline et c'est compliqué pour moi. Mais je m'en fous parce que moi, je sais que j'ai j'ai un gros pouvoir d'agir sur moi déjà en premier et puis sur les gens que j'accompagne. Je fais vraiment plaisir autour de moi. Les gens ne me comprennent pas toujours parce que voilà, c'est comme ça. Mais je pense que c'est important aussi de dire que, comme vous dites, on a des opportunités. Il faut pas laisser faire. Mais parfois, je me trouve vraiment démunie quand on laisse nos seniors crever. Et là, il y a une nana sur France Inter il y a pas une semaine qui disait, eh ben ça continue. On continue avec. Mais moi, ma mère, elle a 84 ans, elle a Alzheimer.
cet après-midi, elle reconnaissait même pas quand je l'ai ramenée chez elle. Papa a un cancer de la prostate, il est fatigué de ouf. Je suis rentrée à la maison, j'ai dit, ah, il est là, lui. Mais voilà, c'est comme on fait vraiment avec l'humanité, avec ce qu'on ressent à travers soi et avec ces gens qui nous gouvernent, qui passent au-dessus. Elisabeth Borne qui dit à une handicapée accidentée, la déconjugalisation, là, mais ça fait 10 ans qu'on attend ça. Moi, je suis MDPH depuis malgré, voilà, ça me fait chier un peu de dire, j'y suis pas, je serai toujours, mais là, pour une fois, là, j'ai un contrat depuis le 16 mai, quoi. Mais c'est merveilleux. La personne avec qui j'ai travaillé au conseil local de santé mentale de Tours, Clarisse Hermelin, a fait, mais je suis tellement déçue, je vais pas aller voter, Corinne. Voilà. Je lui dis, ben, tu peux me dire, tu peux me dire qui va aller vers l'handicap et qui va dire le pouvoir d'agir. Elle fait, mais non, Corinne, je peux pas te dire. Voilà. J'aimerais aussi dire, parce que moi je peux, parce que comme j'ai une santé mentale fragile, il y a des choses que je peux dire. J'ai compris ça dans ma vie. J'ai 56 ans, j'ai compris que je pouvais dire aux gens ma sincérité, mon émotivité et surtout, ce qui parfois fait défaut aux gens, c'est allez-y, quoi. Moi, j'y vais tous les jours quand je suis avec des gens en précarité, quand on me dit, oh là là, c'est formidable ce que tu fais. Mais c'est pas du tout formidable, c'est pas compliqué. En fait, qu'est-ce que ça doit être compliqué pour toi? Oui, j'étais à la rue. Oui, j'ai été addict à l'alcool, à la drogue, à la cocaïne. Oui, oui, mais ça, c'est du passé. Je suis rétablie. Mais ça, c'est pas compliqué. Ce qui peut être compliqué, je l'ai dit à ma mère tout à l'heure, quand elle perd des pieds et qu'elle me dit, mais je dis, maman, t'as encore papa à côté de toi, t'es dans une maison, ça va bien. Là, hier, j'ai entendu Corian, Orpea, machin, c'est la mort, on laisse mourir des gens. Voilà, là, c'est compliqué. Pour Voilà. moi, il n'y a rien de compliqué. Non, mais, excusez-moi, hein. Non, mais c'est très bien de nous avoir donné Je suis désolée. voilà. Mais comme il reste presque pas de temps, on va le partager. Merci beaucoup Ok, pour merci à vous. votre témoignage et votre énergie dont il faut se servir pour essayer, non pas de limiter, parce que peut-être que tout le monde n'est pas capable de faire ce que vous faites, mais voilà, qui inspire en tout cas. Et c'est vrai que cette énergie que vous avez est tout à fait quelque chose que nous devrions tous essayer de mettre en avant. Voilà. Est-ce que tu veux lui répondre, Alexandre, ou est-ce que quelqu'un a une question voilà, pour enchaîner? J'ai pas forcément perçu c'était un partage d'expérience. Voilà. Qui rebondissait sur ce que j'avais mentionné, donc ça me paraît pas nécessiter de commentaires en tout cas. Par contre, intéressant toujours hein, de voir l'énergie de la plupart de beaucoup de personnes concernées qui consacrent du temps quotidien qui n'est pas forcément reconnu justement socialement quand le Pôle emploi répond arrêtez le bénévolat. Et que c'est souvent un élan interne de santé hein, qui pousse les gens la plupart du temps à s'engager comme ça. Moi, justement, je n'ai pas fait forcément des études pour le principe des études, mais parce que je suis une personne neuroatypique qui a aussi des besoins d'intensité expérientielle assez particulière. Et ce qui fait que moi, le travail mental a été mon moyen de régulation. Et qu'en fait, c'était le moyen justement de maintenir une santé mentale équilibrée du fait de pouvoir produire une intensité expérientielle justement par une source d'addiction qui était moins toxique que les autres. Parce que celle-ci, elle est plus facile à trouver à travers les êtres et peut être plus utile aussi des fois socialement et moins toxique pour les proches, justement. Donc, c'est aussi un des moyens de canaliser. En attendant des questions, sans doute, je voulais dire combien, tu l'as abordé un petit peu, combien il est difficile d'être dans une réunion, en ayant à la fois l'intérêt du collectif et de l'individu. C'est pour ça que ça ne m'étonne pas du tout que tu te méfies d'une réponse par une personne pour un intérêt collectif ou des actions collectives. Je crois qu'effectivement, on devrait partout mettre plusieurs personnes parce que c'est effectivement quasi impossible, mais on devrait peut-être essayer de faire des moments où on devrait répondre à la fois à des questions ou à des actions qu'il faut faire par des solutions en se mettant du point de vue de la personne et en se mettant du point de vue du collectif. Et on pourrait peut-être mieux sentir chacun à quel point on est divisé, à quel point c'est difficile de le faire.
Et par contre, je n'ai pas bien d'idée d'où ça pourrait se voir, ça. D'où est-ce qu'on pourrait créer des lieux comme ça où à chaque fois, il faudrait sortir la solution ou la réponse individuelle et la solution et la réponse si on avait à s'occuper du collectif. En fait, c'est que c'est extrêmement difficile, voire impossible. Je dis extrêmement difficile parce qu'il y a peut-être des endroits de la connaissance que je ne connais pas sur le sujet, mais je vais dire par rapport à ce que j'ai observé, on fait l'expérience du monde à partir de notre prisme, à partir de ce qu'on est, et de la sédimentation d'affect et de la disposition affective dans laquelle on est. Ce qui fait que même au moment où on essaye de penser le collectif, on le pense à partir d'une détermination affective individuelle. Si j'ai un rapport, justement, par exemple, je veux dire à la mort angoissée, tout ce que je vais projeter, même si j'essaye de le penser au-delà, va être teinté d'une certaine manière, soit en réaction à l'opposé, soit totalement aligné à ça. Et donc, c'est comme si ça passait toujours par un filtre individuel. Donc, pour moi, la seule chose qu'on peut faire pour travailler des choses collectives, c'est d'expliciter notre conception individuelle de ce besoin collectif et de le mettre en délibération avec les autres. C'est-à-dire, moi, je considère que pour faire un soin adéquat là, dans un parcours pour des personnes qui ont un cancer de stade 4, c'est ça. Et je l'explicite. L'enjeu, c'est que, je vais le dire simplement, 95% des interactions que j'ai dans une journée, et pourtant je suis avec des gens qui ont un niveau d'éducation largement supérieur à la moyenne, et n'est basé que sur de l'implicite. On ne parle jamais des vraies choses. On utilise des mots un peu des signifiants vides, on se dit des choses, on dit t'as compris, ouais, et puis on va faire ça, ouais. Mais non, qu'est-ce qu'il y a derrière ce que tu as voulu dire? Et puis concrètement, c'est quoi ta conception de la vie bonne associée? C'est quoi ta conception du soin adéquat? Quand je suis face à des soignants, je pose toujours cette question qui a l'air simple pourtant. C'est quoi votre éthique du soin? C'est quoi votre conception du soin désirable? En une minute. J'ai beau avoir des soignants qui ont des fois 20 ans d'expérience, la majorité d'entre eux ne savent pas, ne sortiront pas spontanément ou même 5 minutes de travail après, une conception claire du soin qu'ils considèrent être désirable, c'est-à-dire comme étant le tuteur à partir duquel agir au quotidien comme soignant. Donc, comment pouvoir juger à la fin de la journée, à part d'une manière relativement intuitive, justement, relativement très déterminée et teintée par les affects, comment évaluer correctement son travail de soignant si on n'explicite pas la pratique qu'on souhaite et qu'on considère être désirable fondamentalement. Et alors que là, je peux avoir des gens qui ont 20 ans d'expérience et ils sont 80 dans la salle. Et il y en a, à part un qui est capable de penser très très vite et de s'en sortir bien parce qu'il est malin, les autres n'en ont pas. Et donc, c'est un problème général, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à discuter de choses collectives parce qu'on explicite très peu notre conception individuelle et collective de ce qu'on désire ou de ce qu'on pense être la bonne chose. Donc, en général, on délibère à partir de choses assez creuses où en fait, on est en train de… Je pense que vous connaissez ça dans les réunions familiales, hein. On est en train de parler d'un sujet complexe, mais en fait, on est en train de parler d'autre chose. C'est-à-dire tout le monde s'engueule, mais pour d'autres raisons. C'est parce que la dernière fois, le beau-frère, il n'avait pas amené le beau cadeau, parce que la dernière fois, la belle-mère, elle avait dit le mauvais truc. Et donc, on utilise le prétexte de la guerre en Ukraine pour parler d'autre chose. Et on ne parle pas de la guerre en Ukraine, en fait. En fait, la majorité des discussions, elles sont prises à un niveau affectif qui veut dire autre chose que ce qu'on discute. Et donc, tant qu'on n'explicite pas selon quoi on discute, on parle d'autre chose. Et en fait, dans la plupart du temps, quand on travaille en équipe, on parle d'autre chose que de ce qu'on devrait faire en équipe. Et pareil en politique. Quand on parle de si on est pour ou contre Macron, en fait, la plupart des gens ne disent pas du tout s'ils sont pour ou contre sa politique en étant très précis sur ce qu'ils pensent de sa politique. Ils parlent de ce que le bonhomme reflète chez eux ou représente pour eux, etc. Mais ils ne nous parlent pas du bonhomme, en fait. Ils ne nous parlent pas de sa politique. Ils nous parlent de plein d'autres choses et de représentations tout à fait indirectes associées. Donc, pour moi, l'enjeu est que, pour moi, c'est impossible d'avoir une conception collective qui n'est pas déterminée par l'individu, ou ça ne passe pas par notre prisme, mais ça, c'est donc un postulat qui est le mien. Et deuxièmement, le seul moyen de contrer ça, c'est donc d'expliciter ensemble, de manière précise, ces conceptions-là et de les mettre en délibération. Je voudrais juste réagir à ce que vous disiez sur la conception du soin désirable. Moi, ce que je constate dans mon expérience auprès d'équipes de soignants et dans le travail social, c'est aussi beaucoup de réponses par le négatif. C'est-à-dire que la sémantique est du côté de ce qu'ils ne veulent pas faire ou de ce qu'ils ne voudraient pas recevoir. Et peu par une qualification qui est dans du vocabulaire, une tournure de phrase positive. Ça, j'ai toujours… je m'interroge en fait sur cette façon de répondre.
comme si c'était plus difficile d'élaborer du côté de ce qui est désirable que du côté de ce qu'on peut plus facilement écarter en fait de sa conception. Vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous venez de dire? J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire, dans une question donnée de soins, par exemple, les soignants vont, ou même des patients, hein, probablement, vont être plus enclins à dire « je ne voudrais pas qu'on me fasse ça, je ne voudrais pas être traité de cette façon-là, je ne veux pas exercer mon travail de cette façon-là ». Et du coup, la façon dont on formule la phrase est avec une tournure de phrase négative, avec une facilité à dire ce qu'on ne veut pas faire, mais une plus grande difficulté, à mon sens, à dire ce qu'on veut pour soi-même ou ce qu'on veut exercer en tant que professionnel dans le soin. Mais c'est une représentation probablement, hein, en tous les cas, un constat. Alexandre? Alors non, je ne pense pas que c'est une représentation, c'est un constat. C'est beaucoup plus facile parce que si je me fie, moi j'ai fait ma thèse sur Spinoza, donc j'ai un prisme très spinoziste, qui est une éthique de vie en fait. Pour moi, c'est pas juste un travail intellectuel, c'est que c'est clairement une éthique de vie. Et Spinoza nous montre que les gens sont, quand c'est pas des sages, c'est à peu près 99% des gens qui sont pas, selon Spinoza en tout cas, ils sont essentiellement déterminés par des passions, par des affects négatifs qui eux sont beaucoup plus empruntants, beaucoup plus impactants. Donc en fait, ça nous fait quelque chose de bien plus puissant au moment où les passions nous déterminent. Donc, quand c'est quelque chose qu'on ne veut pas, on ne désire pas ça. Et l'enjeu, c'est que pour avoir des affects actifs qui soient déterminants, c'est-à-dire qui nous affecteraient du même degré d'intensité, il faudrait que ce soit des choses dont on fait l'expérience pleine. Par exemple, vous savez avec qui vous êtes pleinement en joie, par exemple. Ça, c'est quelque chose dont vous êtes capable de nommer. Mais si demain, vous disiez, comme un spinoziste, moi, ce que je veux, mon critère politique, c'est qu'on fasse des politiques publiques qui augmentent la fréquence à laquelle on vit des expériences de joie, on vous prendrait pour quelqu'un d'un peu étrange. Et pourtant, ça pourrait être quelque chose, si on le dépliait jusqu'au bout, de tout à fait intéressant, mais parce que les affects actifs, donc ceux qui sont joyeux et qui seraient donc ceux qui sont positifs au sens pas positif, c'est-à-dire que là vous avez nommé des choses négatives, on nomme l'inverse de ce qu'on souhaite, versus positif, on nomme pleinement la chose qu'on souhaite, fait en sorte que si vous voyez, enfin, comment je pourrais l'expliquer, c'est difficile de le percevoir vraiment intuitivement et après de l'expliquer avec le mental. On n'a pas de mots, la plupart des gens faisant au quotidien l'expérience de cette expression négative des choses qu'ils ne désirent pas, on a très peu de mots et de vocabulaire pour nommer de manière précise ce qu'on désire. C'est-à-dire que de ce fait-là, même si vous le proposiez aux autres, les mots sont beaucoup plus pauvres de ce côté-là. Donc, c'est pour ça qu'on se trouve avec amour, désir, joie. Et avec ça, les gens ils vont dire vous êtes bien gentil, mais soit vous êtes juste chrétien, donc ça va, c'est pas winner. Soit, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de, par exemple, je vais vous donner un exemple simple, il n'y a pas beaucoup de systèmes économiques qui sont associés à des affects actifs, des affects positifs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un truc où on vous dirait tiens, un système de répartition décentralisée, et là, ça vous apporte de la joie. Alors que le capitalisme, ça cristallise des affects négatifs, la plupart du temps. Donc, du fait que la plupart du temps, au quotidien, on nomme les choses de manière négative et que c'est celle qui nous affecte le plus puissamment, du point de vue des affects, c'est donc celle-ci qu'on retient et c'est celle-ci pour lesquelles on a développé un vocabulaire plus nuancé, etc., parce qu'elle nous concerne plus au quotidien, elle nous habite plus au quotidien. Alors que quand il faut nommer ces choses positives-là, même quand, dans ce qu'on désire chez un partenaire, par exemple, ou dans une relation, on a du mal à nommer ces choses-là. Et je rajoute quelque chose. L'enjeu, et là j'en profite parce qu'il est 20h54, donc on peut se lâcher, on peut faire de la philosophie au vrai sens du terme. Là, on a fait une démarche philosophique depuis tout à l'heure, mais là, on va faire la philosophie en tant que discipline. Spinoza nous dit que la plupart du temps, on associe de manière inadéquate les mots avec l'expérience qu'on fait, ou même les noms des personnes. Imaginons une relation d'amour. Pour Spinoza, c'est dire qu'on aime sa femme ou son mari, c'est une compréhension inadéquate de ce qu'on ressent quand on est avec. En fait, ce n'est pas du tout son mari ou sa femme qu'on aime. C'est l'expérience qu'on fait quand on tisse une relation qui est celle caractérisée par la relation qu'on a avec son homme ou sa femme. C'est-à-dire, j'ai réussi avec ma femme avec qui je vis de 20 ans à créer une relation de confiance dans laquelle je me sens suffisamment bien pour que mes peurs n'embarquent pas et que je ressente la vie me traverser. C'est-à-dire que je régule moins, je sens
ce qui est autour de moi, mon conatus pour Spinoza, ma pulsion de vie se déployer. Et comme j'ai du plaisir, j'associe ce plaisir et cette joie à la personne qui est en face de moi, un peu comme une pub Coca-Cola, quoi. Je vois là le plaisir et la fête, et après je vois Coca, je me dis tiens, c'est Coca qui me donne du plaisir. Ben là, je me dis tiens, c'est Amandine qui me provoque cette joie, donc je commence à désirer l'objet en tant que tel. Mais Spinoza nous met attention, c'est-à-dire que s'il y avait des mots qui soient désirables ou des réalités, ce qui est intéressant, c'est plutôt les expériences qu'il faut nommer plutôt que les mots en tant que tels. Raison pour laquelle, du côté négatif, on va mettre des mots sur ces choses-là, et du côté positif, on va nommer l'affect associé, la joie, le machin, mais qu'on n'a pas de prise sur le monde, du fait que c'est des expériences. Donc, on est obligé de passer par l'intermédiaire des idées qui est plus compliqué. Donc là, c'était la parenthèse philosophique. Parce que sans doute, tout ce qu'on dirait, pour expliquer le positif et ce qu'on voudrait, c'est une création, c'est une invention de chaque instant. Donc, on ne peut pas être tout le temps dans la facilité d'inventer. Je crois qu'on met des limites aux bornes, si je peux dire, hein. C'est-à-dire qu'on vient dire ça, je veux pas ceci, je veux pas cela, et puis on a une certaine incertitude sur ce que l'on veut finalement. Bien sûr. Donc, ce fait de mettre des limites de l'extérieur permet de cerner un peu ce que l'on veut, mais sans avoir vraiment une volonté de le préciser, quoi. Ouais. En fait, et même le fait de dire ces choses-là, en général, d'autres fonctions. Par exemple, quand vous êtes des gens qui s'assient sur un banc, qui regardent les gens et qui disent « Mais t'as vu l'autre, comment il fait ?» Non, mais attends, est-ce que tu as vu lui, comment il fait? Avec les enfants dans un parc, par exemple, un truc classique. Justement, ça permet de s'affirmer soi-même, d'essayer de se créer identitairement ou de se positionner identitairement. Mais c'est souvent très temporaire parce qu'en fait, on dit je ne ferai jamais ça, puis après, on a des enfants et puis on fait pareil en fait. Donc, ça permet surtout sur le moment d'exprimer quelque chose à l'autre. Ça a une fonction qui n'est pas forcément d'ailleurs identitaire ou de ce qu'on désire ou pas. C'est dans le moment, ça permet d'exprimer effectivement quelque chose à l'autre qu'on souhaite lui exprimer, de se positionner identitairement. Mais c'est très intéressant cette remarque parce que de ce fait-là, je vous donne un exemple très rapide. Au Québec, on nomme les enjeux à l'école la persévérance scolaire. En France, on dit le décrochage scolaire. Et le fait, par exemple, d'essayer de trouver des mots positifs pour définir les choses, en fait, associe ou amène un type d'acteur tout à fait différent dans la persévérance scolaire au Québec que le décrochage scolaire en France. On n'entre pas dans le sujet de la même manière. C'est vrai. Et donc, en fait, dans la vie, c'est la même chose. C'est la raison pour laquelle le commentaire que vous avez fait nous amène à être attentifs au quotidien quand nos collègues nomment essentiellement ce qui les affecte de manière négative et développent surtout une richesse de vocabulaire de ce bord-là. Comment on peut contribuer, nous, à enrichir le vocabulaire des affects actifs et des expériences désirables. Que ça, en soi, c'est déjà émancipateur. Enfin, dans l'inconscient, il n'y a pas de négation. Donc, c'est bien quelque chose qui doit être créé pour sans doute entre les individus, quoi, mais pas dans l'individu, pas dans ce qu'il est profondément. Oui, mais même dans la création, quand je suis avec des personnes que j'accompagne là maintenant récemment, et alors que je le faisais déjà un petit peu avant, sauf que là, c'est vraiment des personnes en précarité absolue, avec une santé mentale absolue, dans une complexité dingue, créer vraiment leur choix de vie. Quand on leur dit, je reviens sur ce que Alexandre Berkas disait, maintenant, voilà, on t'offre le choix. C'est quoi tes rêves? Et ben, la plupart des gens, ils disent, bah, j'en ai pas. Et donc, du coup, je prends le truc parce que moi, j'ai été comme ça. Et je dis, bah, à part de ce que tu ne veux pas. Et de ce que tu ne veux pas, va créer ce que tu veux. Sauf qu'on n'apprend pas, comme disait Alexandre, voilà, c'est le non avant du positif, comme au Québec, où voilà, c'est possible. Tu as des lacunes, c'est possible quand même, sauf que là, je suis obligée de partir à chaque fois avec les gens sur je veux pas ça. Et la plupart du temps, on me dit bah, je veux pas un voisin fou, je veux pas qu'on m'emmerde, je veux pas. Voilà, je veux pas, sauf que on pourrait apprendre aux gens, dire je veux, j'aime bien que ça soit bien. Et en fin de compte, on n'arrête pas d'être comme ça. Et excusez-moi. Mais dans l'exemple que vous donnez, c'est intéressant parce que dans le partenariat avec les patients, c'est exactement le changement de prisme qu'on essaye d'avoir parce que quand vous dites « je ne veux pas d'un fou à côté de moi », donc pour ceux qui ne connaissent pas un chez-soi d'abord, c'est justement la capacité, enfin l'initiative d'offrir à une personne un logement dans lequel elle peut, un chez-soi d'abord, parce que souvent on dit aux gens « rétablissez-vous et quand vous serez rétabli, on vous donnera un logement ». Alors que le but, c'est de dire qu'en fait, le fait de s'approprier un logement, de retrouver son autonomie à l'intérieur est en soi vecteur de rétablissement.
Et donc, si vous dites, le voisin vous dit, je veux pas d'un fou à côté, versus il dit, je veux être avec un voisin avec qui j'arrive à interagir sur telle ou telle manière ou qui est capable de respecter tel ou tel truc, avec qui je pourrais exprimer s'il y a un truc inadéquat, bah ça, on est capable de faire quelque chose. Alors, s'il dit, je veux pas de fou à côté de moi, bon, bah, ça clôt le débat et on peut même pas en discuter. Alors, s'il dit ce qui est désirable, on peut partir de la situation pas désirable et cheminer vers ce qui est désirable au moins. Donc, ça ouvre quand même beaucoup plus de possibilités quand on nomme ce qu'on désire. Parce que ça nous laisse une possibilité d'aller vers cette situation-là. Oui, mais est-ce qu'on apprend aux gens à nommer ce qu'on désire? Plein de fois, alors, non, mais c'est vrai, et de la petite enfance. Moi qui suis, voilà, je suis borderline, c'est comme ça, j'ai été addict, c'est passé. Je fais fort assez souvent parce que j'ai des émotions qui sont au plafond parfois, mais par contre, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on ne dise pas, ça me plaît, ça me fait du bien, ça j'aime bien, voilà. Là, je viens d'intégrer une équipe, la nana, la secrétaire qui n'a aucune idée de la santé mentale, de la santé tout court, qui vient de je ne sais pas où, mais qui est jolie. Je lui ai dit, ce midi, là, on sortait d'un truc un peu compliqué, je lui ai dit, mais vraiment, voir ton sourire, ton bronzage, et puis ton côté, moi je suis pas comme ça, mais tu vas m'aider et ça me fait du bien. Et elle a souri et d'une manière, elle m'a dit, mais on m'a jamais dit ça. Elle a 50 ans. Et j'ai dit, mais il est jamais trop tard. Mais comment ça se fait qu'on n'apprend pas aux gens à dire, tu me fais du bien, ça me plaît d'être avec toi, même au travail. Alors que je sais que ce sont que des collègues. J'ai appris ça aussi au cours de ma vie. Mais comment ça se fait qu'on n'apprend pas à nos enfants à dire, voilà, là ça me plaît, là ça me plaît pas, là je peux pas. C'est tellement fondamental pour qu'un être humain se construise, qu'il ait une santé mentale fragile ou pas fragile. C'est important. Je trouve ça tellement important. Bon, et ben, c'est peut-être les paroles de conclusion. Hein, c'est sûrement sur ces bonnes paroles, puisqu'il est un petit peu plus de 9 heures, que nous allons rester, Corinne. Voilà, merci beaucoup, Alexandre. Merci pour vraiment comment dire, ce passage de la politique plus globale vers laquelle il faudrait qu'on essaye d'aller un petit peu tous, quelle que soit la place dans laquelle nous sommes dans la cité. Et ce passage à la santé et à la politique de santé, et je pense qu'effectivement, c'est plus qu'une analogie, c'était vraiment quelque chose de fort avec des liens qui sont à reprendre. Je crois que ça va me permettre de conclure sur l'idée qu'il va falloir que tu reviennes. Voilà. À bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée.